Grosjean s'est à nouveau glissé en échappée et il va probablement déposséder Mark Cavendish dans quelques kilomètres du maillot vert de meilleur sprinter. Moins forte que dimanche pour l'arrivée à Andorre-Arcalis, mais la pluie est au rendez-vous pour ce mardi 12 juillet, cette 10e étape. Je vous redonne la composition du groupe de 15, échappés à 15, échappés du jour, la bonne échappée. Peut-être, réponse dans un petit peu moins de 95 km. Il y a là, pour l'équipe Sky, Mikel Landa, le coureur espagnol. Pour l'équipe Movistar, l'équipe de Nairo Quintana, on a Gorga Izagirre, autre coureur espagnol. Pour l'équipe Astana, l'ancien vainqueur du Tour de France, Vincenzo Nibali. On l'a dit, pour l'équipe Tinkoff, avec son maillot de champion du monde, c'est Peter Sagan. Pour l'équipe BMC Racing Team, deux coureurs, Damiano Caruso l'italien et Greg Van Avermaet, vainqueur d'étape déjà sur le Tour de France, et maillot jaune sur ce Tour de France, le Belge. Pour le team Dimension Data, on a Stephen Cummings, le Britannique, vainqueur d'étape sur le Tour de France, et le champion de Norvège, Edvald Boasson Hagen. Vous reconnaissez Sylvain Chavanel. Je terminerai avec les trois coureurs français. Rui Costa, vous l'avez vu, le portugais de la Lampre. On a trois coureurs avec ce maillot. Trois coureurs de l'équipe Orica Bikes Exchange, les deux jeunes Australiens, Luke Durbridge, que vous avez aperçu. Ici, c'était Daryl Impey, le Sud-Africain, et puis il y a aussi Michael Matthews, le coureur australien. Voilà les trois coureurs de l'équipe Orica Bike Exchange. Ça peut avoir son influence dans cette échappée royale où nous avons trois coureurs français. Samuel Dumoulin pour l'équipe AG2R, Tony Galopin pour l'équipe Lotto, et vous avez vu Sylvain Chavanel pour l'équipe Direct Énergie. Pluie et brouillard. Aujourd'hui, on va quand même essayer d'apercevoir le très très joli château de Rochefixade. Vous avez une explication sur ce nom? Oui, quand même. Rochefixade, c'est la roche fissurée. Mais on aurait bien aimé qu'elle fissure un peu plus l'écran pour voir les contours de ce château qui était aussi un haut lieu albigeois, donc Qatar. Et les habitants du château, d'ailleurs, communiquaient avec le château de Montségur qu'on a vu tout à l'heure par des feux. Et c'est ainsi qu'il pouvait se passer des messages et signaler la présence d'ennemis. Dans l'échappée, alors que nous sommes avec le peloton où il manque un homme, Sébastien Langeveld, le néerlandais, l'équipe Cannondale. Il n'a pas du tout gravi les premiers hectomètres de ce port d'Envalira. Il a abandonné rapidement. Il reste 192 coureurs au total sur la route du Tour de France. Ils étaient 198 au départ. L'autre samedi, avec le Mont Saint-Michel sublime pour décor. Alors, vous avez dit 9 des 15 coureurs composant l'échappée ont déjà remporté une victoire sur les routes d'un Tour de France. Les seuls qui n'ont jamais rien gagné sur le Tour de France, c'est Mikel Landa, qui est un équipier exemplaire. Même chose pour Gorga Izagirre, pareil pour Damiano Caruso. Et puis c'est aussi vrai, alors ça peut avoir une forme d'influence, ils sont trois dans la même équipe et trois qui n'ont jamais gagné d'étape sur le Tour de France. C'est les trois coureurs de l'équipe Orica, c'est Luke Durbridge, c'est Daryl Impey, c'est Michael Matthews. Oui, ça peut effectivement, à un moment donné, peut-être jouer, hein, mais ils ont l'avantage d'être plus nombreux, donc d'avoir peut-être quelque chose à faire au niveau stratégique. Ça peut être un avantage. C'est pas forcément toujours le cas, mais ça pourrait être un avantage. Et puis Michael Matthews est un garçon qui sait gagner sur le Tour d'Italie. Il a remporté plusieurs étapes. Il n'a pas encore fait sur le Tour, mais ça pourrait être aujourd'hui pour la première. Je ne pense pas qu'il fasse de complexe, en tout cas, par rapport à ses statistiques. Je vous parlais de ceux qui ne sont plus sur la route du Tour de France avec dimanche l'information au kilomètre 80, c'était 14h24 si mes souvenirs sont bons, dimanche après-midi, l'abandon d'Alberto Contador qui passe des examens. Il a passé des examens ce matin à Madrid puisqu'il habite à côté de Madrid. Et Alberto Contador, on aura les résultats en fin d'après-midi, mais en tout cas, a priori, c'est une information qui nous vient de Cycle News, ne participera pas, normalement l'Espagnol ne sera pas avec l'équipe d'Espagne aux Jeux Olympiques à Rio au mois d'août prochain. Ça sent un petit peu le ras-le-bol là pour Contador. C'est pas un sentiment comme ça qui me vient lorsque on est encore tellement loin des Jeux. Qui le concerne, qu'il y a vraiment moyen de se refaire un coup de pédale, une santé, à moins que sa fédération ait décidé de ne plus le sélectionner. C'est possible aussi. Alors que les hommes de tête ont parcouru 55 km 200
dans la deuxième heure de course. Oui. On est dans une moyenne à 43,600 depuis le départ de cette étape. Oui Thierry, c'est vrai, 55 km, mais la descente du port d'Envalira, c'est à peu près 44 km de descente. Ça favorise une vitesse élevée quand même, hein. Ça descend bien et longtemps. Voilà cette échappée que l'on va qualifier aujourd'hui d'échappée royale. Et derrière l'échappée, Cédric. Oui, derrière l'échappée qui continue de progresser sur des routes relativement humides. Je me trouve actuellement à la hauteur de la voiture Direct Énergie avec Lilian Le Breton. Bonjour Lilian. Bonjour Cédric. Conditions météo difficiles, mais si je vous dis que cette échappée va aller au bout et va se disputer la victoire d'étape, vous êtes d'accord avec moi? C'est possible, ça dépend de la réaction de certaines équipes comme Katusha ou Etix derrière. Maintenant, c'est vrai que l'écart commence à être conséquent et que la victoire peut se jouer devant, effectivement, oui. Il y a des sacrés clients quand même devant. Alors j'ai vu, Sylvain a l'air d'avoir de bonnes jambes, il tourne bien la patte comme on dit dans le jargon du cyclisme, mais il y a quand même de sacrés clients. Laurent Jalabert le disait, beaucoup d'anciens vainqueurs d'étapes sur les routes du Tour de France. Ouais, tout à fait, des grands champions et des coureurs qui sont très en forme en ce moment. En ce qui concerne l'équipe Direct Énergie, on essaye de profiter un petit peu de la situation par rapport au fait que Brian soit derrière. Donc Sylvain ne roule pas devant et on ne roule pas derrière par rapport au fait que Sylvain soit devant. Vous êtes en position d'attente. Voilà, on attend de voir comment ça va évoluer, notamment après le sprint intermédiaire. Merci. Merci Cédric. Avec le Kaoué aujourd'hui, il continue de pleuvoir, les parapluies le prouvent, la chaussée est humide. Voilà le groupe de 15, l'échappée du jour, désormais 7 minutes. C'est encore loin de l'arrivée, 90 km de Revel pour ces hommes-là. On ne va pas encore parler de bonne échappée, mais il y a quand même un petit parfum. Vu les coureurs à l'avant, il y a un petit parfum de bonne échappée, sauf que bon, à un moment quand même, il y en a quelques-uns qui ça va attaquer, il y en a quelques-uns qui vont se regarder. Bref, il y a de l'ambition dans cette échappée. Et 3 coureurs français, je vous le rappelle, chaussée très humide, prudence aussi, ça fait partie du destin des coureurs et donc il faut pour certains se méfier. Cette route humide, c'est quand même un danger pour l'ensemble du peloton, même des coureurs devant. Il faut toujours être très prudent, surtout au moment du passage sur les bandes blanches. Les lignes ils sont habitués, c'est leur métier certes, mais quand même, ce sont les aléas d'être coureur cycliste professionnel ou non. Voilà, ça y est en place. Les 15 devant, 7 minutes 8 désormais, 7 minutes 06. Bon, décidément, bon bref, 7 minutes avec la tête du peloton. Peloton dans lequel on retrouve le maillot jaune à la sortie donc des 3 étapes des Pyrénées, avec notamment l'arrivée à Andorre-Arcalis. On s'aperçoit finalement que c'est pas passé grand chose. En tout cas, les écarts au niveau du classement général, regardez le classement général, sont peu importants. Christopher Froome, certes, est en jaune, mais ils sont 8 dans la même minute. C'est quand même un record depuis 2006. Et puis son adversaire direct, parce qu'on imagine qu'on aura un mano à mano entre Christopher Froome et Nairo Quintana, et bien le petit Colombien n'a finalement laissé que 23 secondes. Alors est-ce qu'on doit dire que finalement tout le monde a observé tout le monde? La question vaut aussi pour Cédric. Cédric, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion après 9 jours et les 3 étapes et la sortie des Pyrénées? C'est que Christopher Froome, certes est en jaune, mais il est loin d'avoir, comme parfois, comme c'était le cas lors de sa dernière victoire, il n'a pas assommé le Tour de France à la sortie des Pyrénées, ça c'est une première chose. Et comment expliquer qu'on ait eu aussi peu de bagarres entre les ténors du peloton? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on s'est ennuyé dans les Pyrénées, parce qu'on a eu quand même une lutte passionnante pour les victoires d'étape. Elles sont toujours très disputées, et c'est le cas encore aujourd'hui. En revanche, pour le classement général, c'est vrai qu'on est un peu resté sur notre faim. On n'a pas toujours compris les tactiques mises en place. Quand on voit hier dans l'étape la Movistar mettre en plan de bataille avec Valverde à l'avant dans le premier col, on se dit tiens, dans le final, il va y en avoir partout. Quintana va attaquer, il y avait quand même matière à faire. Mais on attend. Alors on constate qu'effectivement, entre les meilleurs, il ne semble pas y avoir énormément de différence. Il ne semble pas y avoir un écart important. Froome a pris le pouvoir, mais avec une maigre avance. Son équipe est très forte, elle impose beaucoup de respect. On hésite peut-être à prendre le risque d'attaquer. Et puis peut-être aussi que dans certaines formations, les rôles ne sont pas clairement définis. Donc on a remarqué, par exemple, que chez BMC, Richie Porte roulait avec Froome dans la roue dans le final. Les attaques étaient, j'ai qualifié d'ailleurs de trop polies de la part de Richie Porte, qui a changé de rythme dans les 2 derniers kilomètres vers Arcalis, alors que son coéquipier et co-leader
TJ Van Garderen venait de perdre du terrain. Il ne favorisait pas forcément ses affaires. Donc on se demande finalement si ce n'est pas juste une prise de pouvoir en interne de façon à avoir le leadership. Du côté de la Movistar, je ne suis pas certain que les rôles soient clairement définis non plus. Valverde à l'avant, ça a peut-être agacé Quintana en début d'étape. Et dans le final, Valverde a quand même laissé des plumes dans cette histoire. C'est un peu dommage pour eux. Bref, on reste sur notre fin quand même. C'est vrai, les Pyrénées ont accouché d'une souris. Quelques petites secondes, simplement, on départage les meilleurs. Alors, on dirait pour le suspense, c'est super, mais ça nous est arrivé de bailler un petit peu en suivant cette étape, en suivant les différentes étapes. Alors, bon, les coureurs apprécieront peut-être moyennement ce type d'analyse, mais je pense que c'est un petit peu l'idée générale. Et quand on discute autour de nous, c'est vrai qu'on est un petit peu déçu de ce qu'on a vu dans les Pyrénées. Alors, on a aperçu là le peloton, mais on va en profiter d'avoir une petite ouverture du ciel pour voir le lac de Montbel. Juste avant, on a vu à l'avant du peloton une nouvelle équipe, l'équipe suisse YAM, venir mener le rythme et le train. Alors on n'a pas trop envie de se baigner aujourd'hui dans le lac de Montbel, qu'on appelle aussi le barrage de Montbel. C'est un lac artificiel qui a été créé en 1985, 3 ans après une grande sécheresse qui a marqué le département. Et les eaux qui sont emmagasinées en hiver et au printemps servent essentiellement à l'irrigation du Lauragais et de la plaine ariégeoise. Et j'en profite pour dire que c'est ici, dans ce département, qu'il y a beaucoup de producteurs de blé dur. Alors ce blé dur, à la différence du blé tendre, est beaucoup plus fragile et beaucoup plus sujet aux variations climatiques, et il permet la production essentiellement d'alimentation humaine, la semoule, les pâtes, le couscous, le pain. Et effectivement, on sait bien que les produits de la terre, les céréales, sont directement liés à l'eau, à la présence d'eau, et ce lac de Montbel permet de réguler notamment l'irrigation dans les moments importants pour le développement des plantes. Voilà, on est reparti, on va aller vers les Alpes, on va d'abord avoir un vrai rendez-vous pour les ténors avec le Mont Ventoux, ce sera le 14 juillet, c'est-à-dire jeudi prochain. Alors en ce qui concerne le suspense, il est entier, il est total à la sortie des Pyrénées, tant mieux pour le Tour de France, qui a peut-être été aussi dessiné ainsi, en tout cas tous les ténors, ou presque, pas tous sont encore là, ça c'est une excellente chose. Puis c'est vrai que tous les jours, on s'est quand même enflammé, on a vu un Mark Cavendish, un Greg Van Avermaet, un Peter Sagan, on a vibré pour Brian Cocard, bref, on a vu du spectacle tous les jours. Et d'ailleurs, merci, un grand merci à vous, parce que vous étiez encore très fidèles. Et dimanche par exemple, pour vous donner une petite idée, vous nous avez suivi, étape en intégralité, eh bien vous étiez en moyenne 5 millions de téléspectateurs à nous suivre, et l'arrivée, le final sur la montée d'Andorre-Arcalis, vous étiez près de 7 millions à suivre le Tour de France. Voilà, donc vous vous régalez, et on va se régaler tout au long des jours à venir, comme aujourd'hui, vu l'échappée royale. Votre avis, Cédric, sur voilà, cette sortie des Pyrénées, ces 9 premiers jours de Tour de France ? Je partage complètement l'avis de Laurent. Alors c'est un peu plus compliqué parce que moi je suis en permanence les échappées, donc je vois pas forcément ce qui se passe à l'arrière. Je vois bien sûr les images le soir dans le résumé, mais c'est vrai que la grande bagarre entre les favoris n'a pas eu lieu tout simplement dans les Pyrénées. On s'est contenté de laisser travailler la Sky, certes avec un tempo relativement élevé qui a calmé les ardeurs de certains. Mais c'est peut-être Chris Froome qui a été le coureur qui a été le plus offensif dans les Pyrénées. On aurait pu attendre une réaction de Nairo Quintana. Alors Alberto Contador n'a pas eu les moyens de réagir, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a eu l'impression que les coureurs se neutralisaient, peut-être par manque de force. Ils étaient en mode gestion. Alors je ne sais pas si la journée de repos d'hier a permis de redistribuer les cartes, de rétablir des stratégies. En tout cas, aujourd'hui, c'est parti relativement vite. Et on a senti de la part des coureurs une envie de déstabiliser cette équipe Sky. Et j'espère que les prochains jours vont confirmer cette tendance. Parce que si on continue à ce rythme-là, eh bien on n'arrivera pas à mettre en difficulté Chris Froome et sa formation, qui est probablement la meilleure formation du peloton. Mais il faut tenter, il faut essayer. C'est ce qui fait la beauté du Tour, c'est ce qui plaît au public. Vive le spectacle sur le Tour, et je pense que dès les pentes du Ventoux, nous devrions assister à une belle bagarre. Alors vous allez avoir du spectacle aujourd'hui, vous êtes quand même derrière une échappée avec, voilà, c'est royal parce qu'il n'y a que des garçons qui savent gagner, des guerriers, des talentueux, donc on va se régaler. Et puis on se régale aussi de voir le Tour de France autrement et de voir la France vue du ciel.
Pas de brouillard pour cette abbaye château de Camon. Et c'est en 778 que le futur empereur Charlemagne, retour d'Espagne, aurait ordonné la construction d'un monastère et d'une modeste église. Alors là encore, destruction, combat. L'église fut reconstruite en 943 et puis reconstruite, redétruite. Et cette abbaye, qui est bénédictine, a été fortifiée à 3 reprises. Et si vous pénétrez à l'intérieur, vous découvrirez de très riches aménagements du XVIIIe siècle. Elle a été classée à l'inventaire des monuments historiques en 94. Alors, il faut aussi dire qu'en 1279, le danger est venu non pas des adversaires royaux contre les Albigeois, mais de l'eau et d'une inondation catastrophique qui avait été provoquée par la rupture d'un barrage naturel qui retenait le lac de Puy-Vert à proximité. L'abbaye a été abandonnée par les moines et il a fallu attendre 1502 et l'élection de Philippe de Lévis, une grande famille de la région, évêque de Mirepoix, pour que l'ensemble soit reconstruit. Et il a fait aménager ses appartements dans la grande tour, il a fait construire un mur d'enceinte du village et voilà ce que l'on peut voir aujourd'hui quand on s'arrête à Camon. Moi j'ai des enfants qui jouent au football à l'US Camon, mais c'est pas là, c'est pas ici. C'est un petit peu plus loin, c'est un peu plus haut. On n'a pas vu de terrain de foot, on n'a pas vu de terrain de foot. Mais de l'eau, la région s'y prête. Hein. Il pleut aujourd'hui, les routes du Tour de France sont mouillées. Mais bon, ça va, on a 2 Dumoulin si besoin était. Donc on en a un à l'avant, Sam Dumoulin, et on en a un dans le peloton. C'est Tom Dumoulin, vainqueur d'étape dimanche à Andorre-Arcalis, qui avait promis de donner son maillot. Alors je vais vous raconter l'histoire. Je ne l'avais pas vérifié, donc puis bon, c'était un peu hors contexte. Mais Tom Dumoulin, c'est le néerlandais, c'est une belle histoire. Parce que la veille, samedi, il était loin au classement général et il a éprouvé le besoin, c'était pas possible d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée comme ça, donc il a éprouvé le besoin de s'arrêter. S'est arrêté, il est monté dans un camping-car tenu par des Bretons qui pensaient qu'il voulait à boire, mais pas du tout. Est-ce que je peux utiliser vos toilettes? Ce qu'il a fait, ce qu'on lui a proposé de faire. Il est remonté sur le vélo, il est arrivé samedi, puis dimanche il a gagné l'étape. Et bien dimanche soir, il a remis son maillot, l'équipe Jean Alpecin a même remis une tenue complète au propriétaire de ce camping-car, propriétaire venu de Bretagne, suivre le Tour de France de jour en jour. Belle petite histoire, sympathique. Oui, c'est vrai, c'est un grand moment de solitude, hein, quand on est pris d'une envie pressante comme ça. Heureusement que parfois ça ne roule pas très vite, mais quand c'est le cas, eh bien, on est bien embarrassé et ce camping-car était certainement le bienvenu pour Tom Dumoulin. Et c'est probablement d'ailleurs un camping-car qu'il avait repéré et qui suit le Tour de France. Pour pouvoir remettre un maillot quelques jours après, il faut connaître un petit peu, mais c'est souvent les mêmes d'ailleurs. Hein. C'est un pèlerinage. Ces personnes-là qui viennent sur le Tour et qui jour après jour font les étapes également. Alors merci d'être aussi nombreux, mais moi je suis admiratif vraiment de tous les spectateurs sur le bord de la route. Alors c'est vrai que le cyclisme, c'est une grande chance, c'est un spectacle gratuit qui souvent passe devant votre porte. Mais il y en a quelques-uns, comme c'est pas devant leur porte, eh bien ils amènent la maison carrément. Et souvent le soir, lorsque nous allons nous sur la ligne d'arrivée, là hier soir par exemple, on faisait les derniers kilomètres vers Revel et j'ai vu des voitures avec des tentes sur le bord de la route. Alors c'est pas très prudent quand même, mais bon. Et les gens passent la nuit là juste pour attendre, pour voir passer quelques instants, quelques secondes le Tour de France. Moi je suis admiratif. Je suis admiratif. Mais vous savez que j'ai fait ça quand j'étais gamin, hein. Adolescent. Il était parti avec mon père à Renault 6. On était parti dans les Pyrénées voir passer le Tour. Et on avait dormi dans la voiture et pas sous la voiture parce qu'il y avait un brouillard, on ne savait même pas où on était garé. C'est des grands souvenirs ça. Et on voit passer les champions le lendemain. C'était Stéphane Roche qui avait gagné l'étape ce jour-là. C'était énorme. Laurent, j'ai les mêmes souvenirs que vous. Avec une panhard dans les Pyrénées, alors qu'on voit plein écran ce château de Lagarde, alors magnifique, on peut dire. Est-ce qu'on peut dire que des ruines sont magnifiques? Oui, parce que c'est impressionnant ce château par sa dimension et les vestiges que l'on découvre sont vraiment très, très grands et encore donnent une idée de ce qui a pu se passer dans ce château. Alors, imaginez que ce château du XIe siècle a fait partie de la donation que Simon de Montfort, celui qui a combattu les Albigeois, les Cathares, octroya à Guy de Lévis, qui était son maréchal des croisés. Alors, après de nombre de destructions, de reconstructions, à partir du XVIIe siècle, une certaine Élix de Lautrec l'a fait restaurer et on a appelé le château de Lagarde le Versailles du Languedoc.
On voit là de ce plan les tours, les grandes tours à la fois carrées et puis les tours rondes aux abords. Et au XXe siècle, c'est seulement dans les années 90 qu'une petite équipe de bénévoles, sous la conduite de Fernand Birpan, a essayé de sauver tous les vestiges de ce château. Et une association, l'association Cathy Yannick, qui le remet en état aujourd'hui. Et c'est un acte courageux, c'est une entreprise courageuse, puisqu'il y avait avant des actes de vandalisme. Et c'est évidemment très dommageable lorsqu'on a comme ça des vestiges du patrimoine, de les voir s'en aller peu à peu. Voilà, ça reste très impressionnant. Il y a du boulot. Beaucoup de travail encore. Il y a du boulot. 78 km 300 de l'arrivée, 15 hommes en tête qui devraient se disputer la victoire d'étape aujourd'hui à Revel. Échappée royale, on l'a dit, avec 6,45 désormais d'avance. Et en tête de peloton, j'ai aperçu Jérôme Coppel notamment, 2 coureurs au maillot blanc de l'équipe YAM. Jérôme Coppel désormais en 2e position devant l'équipe Sky. Petit changement, tout à l'heure c'était les Katusha, maintenant c'est les YAM. Nicolas, est-ce que vous avez peut-être un petit tuyau ou deux à nous donner sur l'affaire ? Oui, Thierry, en fait tout à l'heure nous avons vu une image assez surprenante. En tout cas, c'était la voiture de l'équipe Katusha qui s'est portée à la hauteur de la voiture YAM. Et en fait les 2 directeurs sportifs, à savoir Rosé Azevedo, est venu voir son homologue pour discuter un petit peu et sans doute pour lui demander de rouler à l'avant. C'est sans doute ce qui explique la présence des YAM à l'avant du peloton. Eric, comme tous les jours, on va en profiter. Là, il y a un petit moment d'accalmie. Tout est en place pour passer votre coup de fil. Il vous reste 2 km 200 parce qu'après, à 75 km de l'arrivée, on est concentré exclusivement vélo, cycliste, Tour de France, sport. Voilà, mais on va faire un sprint avec notre ami Pierre Viaz, le dessinateur de l'Obs. Bonjour Pierre et bienvenue sur la route du Tour. Eh bien bonjour, écoutez, je suis très, très ému de participer à tant soit peu comme ça à la retransmission du Tour de France. Alors, même pendant quelques secondes. Non, on va faire quelques minutes, Viaz. Alors, vous m'avez dit que vous étiez un fidèle du Tour. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette épreuve de juillet chaque année ? Écoutez, moi, ce que je peux vous raconter, c'est la première fois que j'ai pris contact avec le cyclisme. C'était en 54-55. Oui. On habitait en Suisse, près de Genève, dans un petit village qui s'appelait La Capite. Et il y avait le Tour de Genève, je ne sais pas si ça existe toujours le Tour de Genève. Et le Tour de Genève passait devant la maison plusieurs fois. Et il y avait un Français. Alors nous, on soutenait le Français, évidemment. Et le Français a gagné. Il s'appelait Jacques Anquetil. Et il n'avait pas encore couru le Tour de France. Il était totalement inconnu. Et depuis, à partir de ce moment-là, nous, on a soutenu, toute la famille soutenait Jacques Anquetil. On n'était absolument pas poli de rien, on était Anquetilien. Vous étiez anquetiliste. Alors, Viaz, votre grand-père n'était autre que François Mauriac. Est-ce que Mauriac aimait le Tour de France et quand il passait notamment dans son Aquitaine et du côté de Malaga ? Je n'en ai pas souvenir, pour vous dire sincèrement, je n'en ai pas souvenir. Je ne sais pas. Donc c'est vous qui avez inauguré le goût pour le Tour. Non, si vous voulez, mon père en 63 a été opéré d'un cancer dont il est mort d'ailleurs quelques mois après. Et la première question qu'il a posée en se réveillant après l'opération, c'est qui est-ce qui a gagné l'étape ? Donc il était très très accro au Tour de France. Et est-ce qu'avec Régine Deforge, qui avait écrit, on s'en souvient tous, la bicyclette bleue, c'était un spectacle pour vous, oui, le Tour absolument. de France ? Ah oui, une fois d'ailleurs, pendant qu'on était en vacances à Malaga, donc propriété familiale, et que Régine écrivait la bicyclette, Langon, la ville qui est en bas de Malaga, a été ville-étape. Alors on est allé s'installer à la sortie de Langon, à quelques kilomètres dans la campagne, pour voir passer le Tour, avec notre fille Léa. Et donc on voit le Tour arriver, il y avait une voiture devant, et tout d'un coup, on entend « Mais c'est Régine !» Et la voiture freine, et c'était Jacques Chancel, qui était dans la voiture devant le peloton, et qui s'est arrêté pour nous embrasser, enfin pour embrasser Régine, et il est reparti à toute vitesse parce qu'il y avait le peloton qui arrivait derrière. Il fallait aller vite. Et vous pratiquez, Viaz, le vélo ? Moi je suis malheureusement là à l'île de Ré, c'est-à-dire un endroit qui ne verra jamais le Tour de France. Très plat aussi. Hein, c'est très plat, mais surtout avec une seule route, donc c'est compliqué. Mais je fais du vélo, oui, mais comme ça, en amateur, évidemment. Bon alors, Viaz, comme il y a des spectateurs qui sont des parents qui nous écoutent et qui nous regardent, je rappelle quand même votre album, vous faites des dessins très drôles politiques dans l'Obs, et puis aussi Le Fantôme qui pète, qui est votre album. J'attaque mon 6e volume du Fantôme qui pète, absolument. Voilà, donc je pense qu'il fallait le signaler sur ce Tour de France. Merci beaucoup, Viaz, d'avoir été avec nous et rester sur la route du Tour. Au revoir. J'irai, au revoir.
Et la tête de course à 500 mètres du sprint intermédiaire de Eckevive aujourd'hui, important pour un homme. Dossard 32, maillot de champion du monde. Il a fait un petit signe à tout le monde. Je vais chercher 20 points, messieurs. Et oui, et là on peut voir que c'est vraiment la bonne stratégie. Hein. C'est très facile pour Peter Sagan. Il faut se faire violence dans le premier col, là où les autres sprinteurs, ses adversaires directs dans ce classement, sont à la peine. Lui arrive à se glisser en l'échappée et ensuite il n'a plus de rivaux pour aller lui disputer le sprint. Voilà, il prend au passage les 20 points attribués au premier sur la ligne et il reprend le maillot vert à Mark Cavendish avec une avance de 13 points à présent. Et il a plus est, toutes les chances de marquer à nouveau des points à l'arrivée puisque les 15 premiers recevront des points aujourd'hui. Il ne devrait pas être loin de la gagne, Peter Sagan, donc il va vraiment faire une belle opération sur cette étape. Et puis surtout, il va saper le moral de ses adversaires dans ce classement. Il y a fort à parier que dans les jours qui suivent, Cavendish ou Kittel n'y croient plus du tout. Voilà, alors quelques questions que me récolte Guillaume Gorgeux. Alors Benoît nous disait, Laurent et Cédric, que pensez-vous de cette première semaine du Tour? C'est fait. On va parler des Français dans un instant. Alors Cédric, est-ce possible de voir l'échappée? C'est Cédric qui pose la question, s'imposer ou est-elle condamnée? 6,25, ça peut être l'échappée du jour, peut-être la bonne échappée. Alors, pour que ça rentre, il faudrait qu'on s'y prenne autrement à l'arrière. Hein. Ce n'est pas deux coureurs de l'équipe IAM, même s'ils mettent beaucoup d'énergie dans l'entreprise, qui vont arriver à boucher 6 minutes de 30 sur ce groupe. Hein. Là, pour l'instant, devant, on gère l'écart. Tout à l'heure, ils vont aller chercher la victoire. Donc à 73 km de l'arrivée, s'ils veulent rentrer, les hommes du peloton, il faut aller collaborer avec l'équipe IAM qui va rapidement s'essouffler. Et Juan Cristobal nous dit quel pignon plateau utiliser pour une étape comme celle-ci. Bon, je pense qu'un 53 dents à l'avant, une roue libre de 11 à 23, c'est largement suffisant. Et pour le petit plateau, je dirais qu'un 39 suffit amplement, mais aujourd'hui, c'est vrai, les coureurs utilisent des plateaux vraiment pratiquement de bicyclette de montagne. On tourne beaucoup les jambes dans le peloton, sitôt que ça grimpe. Donc 53-39, à mon avis, c'était le braquet idéal pour cette étape. Voilà donc cette échappée avec Gorga Izagirre, avec Mikel Landa, les deux Espagnols, pour l'équipe Movistar et Sky. Ici, voilà un homme dangereux aujourd'hui dans cette échappée à 15, Stephen Cummings. Juste ici, c'est Luke Ederbridge, le coureur australien de l'équipe Orica. Vous avez reconnu Tony Galopin. Vous apercevez aussi Sylvain Chavanel qui arrive ici. Tiens, et si on l'écoutait, Sylvain Chavanel, que Codemar a rencontré ce matin au départ? Ouais, c'est une étape un mix entre les sprinters et les punchers. Donc j'en fais partie. Bien sûr, le départ va être compliqué. J'espère tout simplement avoir les jambes et être dans l'échappée et basculer le col d'Envalira dans de bonnes positions. Et puis après, s'il n'y a pas d'échappée, on jouera la carte Brian. Justement, la dernière côte, Saint-Ferrol, c'est dur, c'est court. Tout le monde ne passera pas. Vous, ça peut vraiment vous convenir. C'est une côte que j'apprécie. En 2010, nous y sommes passés et je m'étais fait rattraper. On était 3 échappés. Et donc je connais le final bien. Donc je connais la descente aussi. Et c'est vrai que cette montée qui est courte au final peut faire la différence. Mais si on arrive au pied tous ensemble, il risque d'y avoir un bon groupe qui vont se jouer la victoire au sprint notamment. Est-ce que gagner une étape du Tour de France, c'est comme un saint-sacrement? Ah, ça c'était une bonne question. Je pense qu'il y a eu des époques où d'ailleurs les prêtres, et les évêques et même les papes bénissaient le peloton pendant qu'on découvre cette église avec sa tour octogonale. Superbe, là encore. Vous avez remarqué que souvent lorsque les hélicoptères s'approchent, on entend les cloches sonner. Ah, c'est pas l'heure sûrement habituelle, mais cette église du Sacrement qui date du XIVe siècle, église gothique avec une nef unique, 3 chapelles latérales, un chœur à 7 fenêtres à meneaux, qui est installé dans cette ville de Laroque-d'Olme, où je parlais en début d'émission des spécialités de la région. Il y a à proximité de l'église une usine textile spécialisée dans les tissus pour les sièges automobiles. Donc ça ne concerne pas les coureurs, en tout cas, quand ils sont sur la route du Tour.
voulais dire, Eric, que quand l'hélicoptère approche, le curé monte sonner les cloches. Alors, est-ce que c'est le curé ou est-ce qu'il délègue? Est-ce qu'il y a une délégation de pouvoir? Mais en tout cas, j'ai remarqué que très souvent, puisque nous avons l'image et le son, les cloches se déclenchent à proximité des hélicoptères. Faites le tour dans les villages. Eric Fotorino, l'homme qui déclenche les cloches. Ah, je ne sais pas si c'est mon seul pouvoir. Je pense que c'est parce qu'il est relayé par toute cette puissance de l'image. On arrive à son tour à proximité du sprint comptant pour le maillot vert. Il n'y aura pas de sprint d'ailleurs, puisque 15 hommes à l'avant ont pris tous les points distribués aujourd'hui et ont réalisé, en tout cas en ce qui concerne Peter Sagan, la très très belle opération. Marc Cavendish peut rester tranquillement dans les roues, il n'y a plus rien à faire. Et le mot tranquillement ne lui convient pas. Aujourd'hui, il est énervé. Et il est mieux là que tout à l'heure dans l'Ambalira où il traînait dans le groupe Eto. Il a dû, je pense, se faire un peu de soucis parce qu'il fallait vraiment que ça puisse revenir pour passer une journée tranquille. Sinon, ça allait être une débauche d'efforts pour rester dans les délais. Ah, les grands champions et l'Envalira, c'est une histoire. Vous parliez de Jacques Anquetil. On parle de l'Envalira. Fernand Envalira et Jacques Anquetil, c'est une des grandes histoires du Tour de France. Hein. C'est vrai, Thierry. 1964. Alors, il y avait un contexte bien particulier qui paraît aujourd'hui un peu complètement décalé. Il y avait un mage, le mage Béline, qui avait prédit que Jacques Anquetil pourrait mourir. En tout cas, il lui arriverait un accident très grave. Et Anquetil était invité le soir à Radio Andorre. Et il était un peu déprimé par ça, il paraît que ça le mâchait beaucoup et finalement il a bu de la sangria, il a mangé du méchoui, enfin bref, il n'a pas fait le métier. Et le lendemain, il a essuyé dans le col d'Envalira, dans le port d'Envalira, une défaillance terrible. Et puis ses équipiers, notamment Rostolan, l'ont fait monter le col, ils ont déployé même les coudes pour le faire monter. Et finalement, il y est arrivé et Gemignani lui a crié « Jacques, si tu dois mourir, autant que tu meurs devant ». Donc finalement, il s'est porté en tête. Et là, Poulidor, qui croyait l'avoir distancé, eh bien c'est lui qui, après un incident mécanique, une crevaison, a perdu plus de 2 minutes sur Jacques Anquetil. Et donc tout s'est renversé. Anquetil n'a pas succombé à la prédiction du mage Béline. Et on se souvient qu'après, évidemment, il y a eu le Puy-de-Dôme. Et dans ce Puy-de-Dôme, 14 secondes, parce que Poulidor n'avait pas mis le bon développement. Il avait menti à Antonin Magne. Il lui avait dit, si, j'ai reconnu le col. Et Antonin Magne a trouvé qu'il avait un braquet un peu trop dur. Il a regardé Bahamontes qui avait une dent en plus. Il a dit, tiens, c'est bizarre. Donc il a fait monter 25 dents sur la roue de Poulidor, mais ça suffisait pas. Il était un peu planté. Voilà, 14 secondes. Et comme disait Anquetil, 14 secondes, c'est 13 de trop. Il y en a un qui raconte très bien ces histoires aussi. Alors, il y avait Jean-Paul Olivier, mais Jean-Paul a un successeur, Eric Fotorino, qui aura peut-être un successeur, mais je ne suis pas sûr, qui a été mon prédécesseur ici au commentaire du Tour de France. C'est Christian Prudhomme, désormais le directeur du cyclisme chez Amaury Sport Organisation, organisateur entre autres du Tour de France, qui raconte très bien toutes ces histoires. Hein. Surtout à table, je peux vous dire, on ne peut pas l'arrêter. Et je me suis laissé dire, mais j'ai vu la photo dans le journal de l'équipe, donc je n'ai aucun mérite, qu'hier soir, cette fameuse histoire de la sangria, eh bien, il y a quelques-uns de ses amis chez ASO qui ont rempli la baignoire de la chambre de Christian Prudhomme de sangria. Après ça, on peut s'arrêter pendant au moins 2 minutes, messieurs. Moi qui croyais que les organisateurs étaient à l'eau claire, là, vous m'apprenez une chose terrible, Thierry. Allez, on quitte la Bastide et on retrouve les coureurs à la sortie de la Bastide. À tout de suite. L'échappée du jour à fière allure, 6 minutes 13 d'avance, surtout sur le peloton, emmené seulement par 2 coureurs de l'équipe YAM, 2 ou 3. Le Tour de France qui aujourd'hui est parti de la principauté d'Andorre, retour en France après une journée de repos en Andorre. Et comme d'habitude, Eric, beaucoup de choses dans cette région que le Tour de France a l'habitude de fréquenter, en tout cas par ses routes, mais aussi par ses vestiges et ses châteaux. Magnifique, c'est vrai qu'on a cette joie de découvrir comme ça des monuments isolés au milieu de la campagne sur des à-pics, et que ce soit des tours, des églises, des abbayes, et ça va durer comme ça jusqu'à Revel.
Revel, terme de cette 10e étape du Tour de France 2016, de cette 103e édition. Revel, où il s'est souvent passé bien des choses pour la 9e fois. Ville étape Revel, où a gagné par exemple Rudi Altig, l'année où il devenait champion du monde. Il y a eu 2 étapes à Revel en 69. La victoire sur l'étape en ligne de Joaquim Agostinho, le Portugais. Et puis le dimanche, c'est Eddy Merckx en jaune qui s'imposait dans le contre-la-montre. 19 jours en jaune dans cette année 69 pour le Cannibale. 71, Revel était ville départ. Ils sont quand même presque tous au complet, là, les Yams. En 90, la victoire de Charlie Motet. En 95, on l'a presque oublié, celle d'Ouchakov. En 2000, Decker. En 2005, l'Italien Savoldelli. Tiens, ça va peut-être profiter aujourd'hui à Nibali. Et puis la dernière, on s'en souvient encore, hein, c'était justement dans cette côte de Saint-Ferréol. L'attaque d'un certain Alexandre Vinokourov. L'étape partait de Rodez, direction Revel. Andy Schleck était pour quelques jours encore, 2 jours encore en jaune. Et à Revel tout à l'heure, eh bien Stéphanie sur le podium du Tour de France a épousé un certain Thierry. Ça n'a rien à voir avec moi du tout. C'est pour la première fois. C'est la première fois qu'un mariage était célébré. Il a été célébré sur le podium protocolaire. Et vous en verrez des images. Ben voilà, ils arrivent. Thomas, c'est voilà. C'était ce midi, il était 13h30, voilà le marié c'est Thierry, la mariée c'est Stéphanie et donc ça s'est passé sur le podium où seront remis tout à l'heure les maillots distinctifs, le vert à Peter Sagan, le blanc à pois rouge à Thibaut Pinot et on reverra tout cela tout à l'heure en long et en large avec David Sandona. Vive les mariés! Ah, le champagne il va pas tarder d'arriver alors. Non, ce que je sais, c'est que parfois, des coureurs se sont aussi presque mariés sur le podium protocolaire, puisque certains coureurs ont épousé par la suite des hôtesses rencontrées lors d'une arrivée du Tour de France. Elle est jolie, Claire Pedrono, c'est la première ardoisière du Tour de France. Hein, elle est arrivée en 2010, l'année où Alexandre Vinokourov s'imposait à Revel. Donc elle a pour la première fois, en tant qu'ardoisière, découvert le Tour de France et Revel. Elle est là, toujours fidèle, notre ardoisière de charme bretonne et dont le sourire ne se dépareille jamais. Revel, visité pour la première fois, ville d'arrivée aujourd'hui, visité pour la première fois en 1966. Rappelez-vous. Quand le Tour de France 1966 s'invite dans les campagnes de Haute-Garonne, la chaleur est saisissante et l'étape qui mène les coureurs en direction de Revel illustre à merveille l'expression entrée dans le dictionnaire du cyclisme, la chasse à la canette. Tout est permis pour se rafraîchir et remplir les bidons. Dans les glacières du public, dans les bars, les garages de bord de route. Des scènes qui paraissent surréalistes aujourd'hui. Et ce jour-là, Rudi Altig, dans son maillot Molteni, est bien décidé à ne pas perdre trop de temps dans ses ravitaillements improvisés. Car au pied de la montagne noire, dans la plongée vers le lac de Saint-Ferréol, le coureur allemand est le principal animateur de la fin de course. C'est alors l'attaque décisive à 2 km de l'arrivée. L'Allemand Rudi Altig attaque en force, pédale, avec une puissance et une efficacité tout à fait remarquables. C'est un coureur vraiment magnifique, regardez-le. Il ne sera rejoint que par un seul homme, son rival du championnat du monde à Saint-Sébastien, l'Anglais Tom Simpson. C'est donc le sprint pour la première place entre Rudi Altig et Simpson. Altig, très beau vainqueur de cette étape. Rudi Altig est le premier vainqueur de l'histoire du Tour à Revel. 1966, ça m'interpelle quand même ce chiffre 6. Rudi Altig décédé malheureusement cette année. Et ça m'interpelle quand même ce chiffre 6, Eric. Qu'est-ce que. Bon, voilà, 66, c'est l'année de Lucien Aymar. Hein. C'est vrai. Le retour d'Anquetil, la défaite de Poulidor, c'était un petit peu comme ça. Ça a profité finalement à un 3e larron, Lucien Aymar. Exactement, Eco. Vous parlez de 3e larron. On se souvient aussi que Altig a emporté cette année-là le championnat du monde parce que Poulidor et Anquetil s'étaient regardés un peu trop longtemps sur le circuit allemand du Nürburgring. Et il avait pu les surprendre tous les deux. Et d'une certaine manière,
On avait même pensé que Anquetil avait pu être entre guillemets complice d'Altig pour que Poulidor ne gagne pas. Et Rudy Altig qui nous a quittés le 11 juin dernier dans son Allemagne natale. Alors, il y a eu 56, le Tour de France préféré d'ailleurs de Jacques Godet. Et la victoire de l'Auvergnat à Roger Valkoviak, jamais été salué comme il se devait. 43 460 de moyenne confirmée. 76 le Tour des Belges, c'est aussi la dernière victoire belge. Frédéric Martens avait d'ailleurs gagné 8 étapes et Cyril Guimard emmenait Lucien Van Impe en jaune sur les Champs-Élysées à Paris. 1986, c'est le fameux duel Hinault-Fillon, Hinault-Lemon, Hinault s'envole, puis craque et Lemon s'impose pour la première victoire américaine, une de ses 3 victoires sur le Tour de France. Puis il y a eu les deux derniers 6, et en 1996, le rendez-vous raté de Miguel Indurain avec la légende, qui n'a pas gagné un 6e Tour de France comme Bernard Hinault 10 ans plus tôt. C'est la victoire sans saveur de Björn Ries, qui avait déclaré après avoir eu recours à l'EPO, au dopage. D'ailleurs, on s'étonne qu'il soit toujours dans le palmarès de ce Tour de France. Et puis 2006, c'est la victoire sur tapis vert de Floyd Landis d'abord, contrôlé positif après le Tour, déclassé, et finalement on remettra le maillot jaune bien après à un certain Oscar Pereiro, donc déclaré vainqueur en 2006. Il se passe toujours quelque chose en 6 et on est en 2016, donc ça se termine aussi par un 6. Et vous avez raison Thierry, et en 1916, il n'y a pas eu de Tour de France pour les raisons qu'on connaît de la Première Guerre mondiale. Alors que nous survolons Mirepoix avec sa cathédrale Saint-Maurice. On voit bien sûr sa flèche gothique qui date du 14e, 15e siècle. Et là, nous découvrons cette bastide. Vous savez, les bastides, c'est ces places fortifiées au Moyen-Âge avec des rues perpendiculaires qui se coupent comme ça à angle vif. Et on découvre la place des couverts, c'est-à-dire ces maisons à colombages et leurs galeries. Alors, les fenêtres, vous voyez, le premier étage avance un petit peu. Alors, on dit que la fiscalité de cette époque était calculée sur les surfaces au sol. Et donc, évidemment, on avançait au premier étage pour ne pas avoir à payer trop si la surface, évidemment, avait été augmentée au rez-de-chaussée. La place du marché et puis aussi l'intérieur de cette cathédrale Saint-Maurice qui est bâtie en grès, qui a été restaurée en 1858 avec une nef unique, la plus grande de France, accolée de chapelles qui sont logées entre les contreforts, et puis un chœur polygonal avec 5 chapelles. Aujourd'hui, cet ensemble abrite aussi le musée du patrimoine et des traditions. Et vous découvrez là tous ces arcs d'ogives gothiques avec des peintures murales encore assez bien conservées, avec ce bleu superbe et ces vitraux qui font rentrer la lumière. Il y a quelque chose de rayonnant vraiment dans cette cathédrale Saint-Maurice. Là encore, un arrêt dans ce département. Et peloton bien allongé tout de même, il y a une petite grappe derrière les coureurs de l'équipe IAM et le peloton c'est bien allongé, loin tout de même de l'échappée du jour avec 15 coureurs dont 3 coureurs français, Sylvain Chavanel, Tony Galopin, Samuel Dumoulin et Cédric Vasseur, la première victoire française de ce Tour de France 2016, on l'attend toujours. Nous l'attendons tous avec 3 Français dans cette échappée, 3 coureurs de qualité. Un Samuel Dumoulin qui était très en jambes ce matin au début de l'étape puisqu'il a même accompagné Peter Sagan un moment en tête de course. Un Tony Galopin qui monte en puissance et puis un Sylvain Chavanel que j'aperçois assez régulièrement à l'arrière de cette échappée. Comme le disait Lilian Le Breton, on joue un peu sur 2 tableaux même si... actuellement, il ne fait plus aucun doute. Le vainqueur de l'étape d'aujourd'hui fait partie de cette échappée qui continue de progresser à vive allure et qui se trouve actuellement sur une portion où le vent souffle de côté, vient de la partie gauche de la route. Donc on assiste à un genre de petite bordure, mais une petite bordure gentille. Je peux peut-être, si vous voulez, monter à la hauteur de la voiture AG2R La Mondiale où Laurent Biondi est présent. Bonjour Laurent. Bonjour. On a vu un Samuel Dumoulin très en jambes aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est vrai que Samuel avait à cœur de
de ne pas louper l'échappée. Donc c'est chose faite. Il est très très bien entouré. Donc la course va être indécise et difficile jusque sur le final. Vous êtes d'accord avec moi, cette échappée va se disputer la victoire d'étape? Logiquement, j'aurais tendance à penser que oui. Il y a des équipes qui sont en surnombre. Donc j'aurais tendance que Dimension Data et même Orica ont plus intérêt à ce que ça arrive, que l'échappée aille au bout. Nous attendons tous une victoire française, ça serait bien pour Samuel et vous aujourd'hui, non? Oui, effectivement, c'est vrai que nous aussi on attend cette première victoire. Et c'est vrai que l'équipe a fait un très gros boulot depuis le départ, notamment autour de Romain. Donc espérons qu'aujourd'hui ça soit le feu d'artifice pour nous. Merci. Une première victoire française. Tiens, hier, Arnaud Matteoli, qui est à l'intérieur des équipes, a fait le tour des équipes françaises pour voir comment s'est passée la journée de repos. Le résultat, c'est en images, parce qu'on fait quand même de la télévision d'abord. Au cœur de la chaîne pyrénéenne, dans la principauté d'Andorre, ce lundi 11 juillet est synonyme de repos. Certes, en apparence, pour les coureurs de la Direct Énergie, cela ressemble à une journée comme les autres, en apparence seulement. On met tout un petit peu en off, on se met un peu en mode économie quoi. Et on fait quand même une petite sortie de vélo pour que le corps n'oublie pas ce que c'est, mais vraiment pépère quoi. Je pense qu'il faut bien vraiment déconnecter quoi. Une sorte de piqûre de rappel, en toute décontraction, bien évidemment. D'autres restent complètement connectés, notamment pour le directeur sportif de la FDJ. Pour lui, le repos, c'est avant tout une journée de travail qui permet de réajuster les moindres détails. Pour les coureurs, c'est repos parce qu'ils n'ont pas ou peu de vélo. Après, même pour eux, c'est des journées... Voilà, il y avait un petit entraînement ce matin, conférence de presse. Les soins, par contre, vont être beaucoup plus longs que d'habitude. On prend le temps de voir les kinés et ostéos pour vraiment profiter de la journée et essayer de repartir le plus frais possible demain. Nous, de notre côté, on se projette et on prépare déjà la suite. On finit d'analyser un petit peu ce qui s'est passé ces 5 derniers jours. Avant de se projeter, c'est donc l'occasion de tirer le premier bilan après une semaine de compétition. Évidemment, il y a une déception parce que le général n'est plus jouable, mais bon, si on va chercher une étape, si on va chercher un maillot à poids ou... Pour moi, personnellement, c'est un maillot qui m'a toujours fait rêver quand j'étais gamin, donc je suis bien content que Thibaut le porte. Après, voilà, c'est le début d'une aventure avec, et l'objectif, évidemment, ça va être d'essayer de le ramener à Paris. Comme toutes les autres équipes, AG2R La Mondiale arpente les routes andorriennes. Un programme à la carte, environ 2 heures de cyclisme avec un but bien précis. C'est important, c'est pas de casser le rythme aussi qui a lieu tous les jours. C'est-à-dire que si le coureur se lève habituellement à 8h, 8h30, il ne faut pas qu'il se lève à 10h aujourd'hui, parce que derrière, ça déstabilise l'athlète lui-même. Il est important de continuer à faire fonctionner l'organisme de cette manière-là. Voilà, il faut que les coureurs montent en transpiration, ça va être assez facile aujourd'hui avec la chaleur d'ailleurs. Il faut aussi qu'ils aillent monter certainement une petite côte pour garder un certain coup de pédale, parce que demain on sait que le départ sera en bosse et on ne peut pas être surpris pour un départ rapide. Avant de retraverser la frontière et de prendre la direction de Revel, toutes les équipes se sont remises en ordre de bataille, décompression, réajustement mécanique, afin de ne surtout pas enrayer la dynamique. Et si on devait tirer un petit bilan français, alors on le dit, on attend la première victoire française sur ce tour. Ça s'est bien passé pendant une semaine, ça s'est un peu dégradé dans les Pyrénées quand même, messieurs. Oui, c'est un peu dommage d'ailleurs, parce qu'on avait 3 garçons pour le classement général entre Romain Bardet, Warren Barguil, Pierre Rolland, même 4, et Thibaut Pinot bien sûr. Et puis ils avaient fait une entame de tour parfaite, d'ailleurs tous le disaient les uns après les autres. Ça s'est vraiment bien passé, pas de crevaison, pas de perte de temps idiote. Ils sont arrivés dans la montagne dans les meilleures dispositions possibles, et puis finalement ils n'ont pas été aussi performants. Mis à part Romain Bardet, pour ce qui est des 3 autres, ça s'est compliqué. Thibaut Pinot en difficulté, Warren Barguil, a perdu un petit peu de terrain, pas grand chose, mais on fait une paire une minute dans l'étape l'autre jour sur Arcalis, on l'a senti un petit peu fatigué. Et Pierre Rolland, qui est tombé lui, qui a raclé le mur dans l'étape de Perrossourde, semble en tout cas atteint physiquement. Oui, c'est un peu dommage pour les hommes du classement général. Pour ce qui est des étapes, on a été à la lutte, pas beaucoup de réussite avec Brian Cocard, c'est dommage, et c'est pas passé loin, 28 mm. Mais on est toujours dans le jeu, on connaît la motivation des coureurs français sur le tour, elle est toujours intacte, même si la fatigue est là, il y a toujours cette envie d'obtenir un grand résultat.
Ils sont 3 dans l'échappée, 3 coureurs français, Sam Dumoulin, Sylvain Chavanel ici, avec le maillot Direct Énergie, et un petit peu plus loin ici, vous apercevez, avec son maillot Lotto Soudal, Tony Galopin, on l'écoute. Oh, moyen on va dire. La première semaine a été compliquée, mais bon, j'ai essayé d'en garder au maximum. Et après, dimanche, j'étais dans l'échappée, mais les jambes n'étaient pas très bonnes, donc j'espère que ça va aller mieux. La journée de repos vous a fait du bien. Qu'est-ce que vous avez fait? Un peu de vélo, du repos, massage, profiter des proches. Voilà, non, ça va, une journée normale. C'est vrai que cette journée de repos, il faut savoir la gérer. Alors le vélo, ça reste le passage obligé. On aurait envie de ne pas en faire, évidemment, de pouvoir profiter de ceux que l'on chérit, qui viennent font le déplacement pour venir vous voir. Mais il faut quand même le faire, cet entraînement, parce qu'il y a un lendemain et la course continue, elle n'est pas terminée. Et c'est souvent une journée de frustration aussi, parce que justement on a peu de temps à accorder à la famille. Entre l'entraînement, la conférence de presse pour les leaders, les massages, les soins, voilà, c'est vrai que quelquefois on est un peu frustré de ne pas avoir davantage de temps accordé à ceux qui ont fait le déplacement pour venir vous voir, tous ses proches. Personnellement, j'aimais pas trop au final avoir la visite, parce que voilà, j'étais un petit peu déçu à la fin de la journée et triste de ne pas avoir pu passer du temps avec lui. Voilà Thomas Vauclair qui se m'a roulé, on en parle dans un instant. Avec un scotch sur le genou droit, il a mal au genou, Thomas. Et il a des grimaces caractéristiques, surtout quand il est en échappée. Là, il est devant le peloton. Il va quand même falloir m'expliquer, parce qu'il y a Sylvain Chavanel qui est à l'avant dans la même équipe. Je sais vous expliquer, Thierry. Je pense qu'on essaie de venir collaborer avec les coureurs de l'équipe IAM en attendant le renfort peut-être d'une autre formation, mise sur un regroupement et un sprint pour Brian Cocard. Voilà, je pense qu'on fait davantage confiance à Brian Cocard qu'à Sylvain Chavanel à l'avant. Il n'y a pas d'autre explication possible. Et pour clore votre explication, le classement des coureurs français, avec un Romain Bardet toujours dans le top 10. Et pour l'instant, il a seulement 44 secondes du maillot jaune, Christopher Froome. Warren Barguil, Pierre Rolland confirment, malgré quelques minutes lâchées ici et là, qu'ils ont réussi quand même leur première semaine. Voilà, Thibaut Pinot, le grand perdant, va se consoler avec ou ce maillot distinctif ou éventuellement une victoire d'étape. Et puis pourquoi pas d'autres coureurs dans les jours à venir. Certains en ont les moyens. Je pense à Julien Alaphilippe qui découvre lui le Tour de France. Les coureurs, en tout cas les hommes de tête, ont toujours un écart qui diminue un peu. 5,25, les voici. Les 15 hommes de tête. Il y a du beau monde, comme l'on dit, il y a du beau linge, direction Revel. Alors on arrive en Haute-Garonne, on est dans une région de rugby, mon cher Laurent. Oui, pas loin. Votre village de naissance, Mazamet, n'est pas loin. Et puis du coup, on va saluer un champion de France, en matière de tactique, qui pourrait peut-être nous en apprendre beaucoup aujourd'hui. On en a discuté déjà. Bonjour à Laurent Labi, qui est natif d'ici, de Revel, et qui a plaisir à y revenir chaque fois que c'est possible. Quand il quittait la capitale, on a pu apercevoir le bouclier de Brennus ce matin. C'est impressionnant. Je rappelle que c'est un des 2 entraîneurs du Racing 92 qui nous a enflammés tout au long de l'année sur France Télévisions. Évidemment, l'une des chaînes du rugby, la chaîne du rugby en clair, que ce soit en finale de la Coupe d'Europe, que ce soit avec sa victoire en finale contre Toulon. En finale du top 14, c'était en Espagne, c'est tout un symbole, puisque c'était dans le magnifique Camp Nou. Et comme aurait pu dire Laurent Gérard, avec Laurent Travers, c'est certainement la meilleure paire de Lolo du top 14. Là, ça fait 4 Laurent, si je vous ajoute aussi. C'est le prénom qui gagne. Laurent, si vous voulez un fils qui gagne, il faut l'appeler Laurent. Bon, nous, on s'en va, Eric. Parce que Thierry Eric, ça va pas du tout. Ça fonctionne pas. Même le deuxième prénom, on n'a pas ça dans la musette. Allez, Yam, de nouveau à l'avant. Peloton très étiré, Cédric. Nicolas à l'arrière du peloton. Je m'en mélange les prénoms, du coup, avec mes bêtises. Oui, en effet, peloton très étiré ici, Thierry, dans une portion descendante, un faux plat descendant, environ 80 km/h sur ces longues lignes droites. On vous a perdu, Nico? On a perdu Nicolas un court instant. Mais peloton très 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 étiré à 49 km de l'arrivée pour les hommes de tête. Le peloton un petit peu plus loin, c'est l'écart 5-14. Et là, cette fois, l'équipe suisse YAM
a vraiment l'intention de tenter de ramener le peloton. En tout cas, presque toute l'équipe s'est mise en place. Oui, il faut pousser les... On peut regarder, mais bon, je sais pas, c'est un bidon, je sais pas quoi, là. Le pique-nique, c'est bien, mais plutôt sur le bas-côté, pas sur le bord de la route, parce que les coureurs, quand même, à cette vitesse-là. Cédric, 5-10, ça diminue vite, mine de rien. Explication avec vous. On attend, on patiente pour mieux repartir ou on s'entend plus? L'écart diminue tout simplement parce que les coureurs de tête discutent beaucoup. On sent une certaine forme aussi de nervosité ici dans les voitures. 11 équipes représentées dans cette échappée et des visages tendus. Les directeurs sportifs qui discutent entre eux. On ne sait pas vraiment quelle stratégie choisir. Mais bon, le vent souffle de côté, ce qui explique probablement la raison pour laquelle le peloton est en file indienne. Je pense tout simplement qu'on temporise en vue d'accélérer dans le final. Franchement, je crois toujours à la victoire d'étape pour les hommes échappés. Franchement, à la vitesse à laquelle ça roule, avec la qualité des coureurs qui composent ce groupe, je vois pas comment le peloton peut revenir. C'est impossible. Ouais, on est là dans un peu plus d'une heure maintenant à Revel. Avec, c'est vrai, quand même du beau monde. À un moment, forcément, ça va se regarder, hein, parce qu'on connaît, tout le monde connaît bien tout le monde dans le peloton. Et là, il y a quand même des sprinteurs et des punchers et des garçons habitués à gagner. Ça promet. Je pense par exemple à Peter Sagan. On l'écoute ce matin au départ. On verra. Je pense que le début va être vraiment difficile. Et puis après, on verra comment la course se développe. S'il y a une échappée, j'irai, je sais pas, il y aura peut-être un sprint massif. Il faudra décider pendant l'étape. Et là, ça n'amuse pas la galerie en fait du peloton, hein, pour les coéquipiers de l'équipe Yam et Thomas Vauclair. On roule fort. On essaie vraiment de réduire l'écart cette fois. Alors peut-être une petite mésentente à l'avant. À cela, on ajoute un peloton beaucoup plus dynamique dans sa poursuite. Et l'écart s'est réduit. On a repris une minute. Ce serait le moment peut-être pour les Katusha qui avaient l'air intéressés au départ de venir collaborer en tête du peloton s'ils espèrent toujours un sprint. C'est maintenant qu'il faut unir ses forces en tête du peloton pour essayer de revenir sur ce groupe-là. Il semble quand même régner une entente moyenne là maintenant. N'est-ce pas, Cédric? Absolument, et je vous disais tout à l'heure que ça discutait beaucoup, que les directeurs sportifs étaient nerveux. C'est vrai, on a l'impression que l'enjeu de la victoire rend certains coureurs et surtout certains pas envie de trop en faire pour passer à côté d'une victoire d'étape. Alors c'est vrai que certaines formations, on pense bien sûr à la formation BMC, à la formation Dimension Data, ont déjà réussi à briller sur les routes du Tour de France. Peter Sagan a aussi remporté une étape, mais l'enjeu de l'étape est important et c'est sans doute la formation Orica Bike Exchange qui a la clé de cette étape parce qu'il possède 3 coureurs dans cette échappée. Il me semble d'ailleurs voir Daryl Impey relancer, essayer de tout simplement réorganiser cette échappée qui avait un petit peu perdu le fil. Ouais, ils ont surtout l'ancien champion du monde espoir qui grimpe bien parce que l'arrivée à Geelong, c'était en Australie près de Melbourne, ces championnats du monde était difficile, il s'était imposé de façon royale, donc a priori je pense que la côte de Saint-Ferrol ne devrait pas lui poser trop de problèmes, et au sprint celui-là il va vite, mais enfin il y en a d'autres dans le même style comme Peter Sagan qu'on vient d'entendre. Alors juste avant de reprendre le cours de l'histoire de cette étape numéro 10 du Tour de France, je vais d'abord féliciter Antoine Delman, il est de l'Indre-et-Loire, ça me fait penser à Paris Tour au mois d'octobre, il a gagné 8 000 € puisqu'il a été l'heureux gagnant de la semaine. Et Claude Liègre a gagné 4 vélos pour toute la famille. Il est vendéen dans le 85. Voilà Antoine Delman pour les 8 000 € et Claude Liègre pour les vélos. Le vendéen, ça me fait penser que le chrono des nations disputé aux Herbiers se déroulera bien le dimanche 23 octobre. C'est un petit peu plus tard que d'habitude parce que les championnats du monde que vous suivrez en direct sur France Télévisions ont été décalés. Il y a une question maintenant pour notre deuxième semaine de jeu jusqu'à dimanche prochain. 10 000 € à gagner pour l'un d'entre vous et un vélo électrique pour un autre. La question du jour, eh bien, quel coureur français porte le maillot à pois? On vous a encore bien aidé. Est-ce 1 Romain Sicard, 2 Thibaut Pinot? Réponse par téléphone 34 35, par SMS 1 ou 2, vous l'envoyez au 7 30 03. Mais enfin, vous commencez à y être habitué, hein. C'est la 10e étape du Tour de France. Ça fait donc 10 jours qu'on vous répète les mêmes chiffres. Et vous êtes nombreux à jouer, mais vous pouvez être encore plus nombreux. Bon, 10 000 € cette semaine, ça vaut le coup, plus un vélo électrique. Enfin bon, le vélo électrique,
Maintenant, dans le peloton, il n'y en a plus, hein, c'est pas possible, hein, parce qu'avec tout ce qui est les vérifications qui sont faites, que ce soit en roulant à l'arrêt au rayon X, je vois pas comment on pourrait mettre un moteur dans le vélo. Moi, je crois pas. Thomas Voeckler ici, grimaçant. J'ai comme l'impression que ça c'est... Voilà, alors on est sous les 50 km de l'arrivée à Revel, mais j'ai comme l'impression, Nicolas, que ça s'est tendu, qu'il y a de la nervosité là dans le peloton. Oui, il y a une relative nervosité, en effet, surtout le peloton qui a accéléré depuis quelques minutes. Thierry, il y a également la présence du vent dont vous parlait Cédric Vasseur tout à l'heure. Un vent qui vient de la gauche, trois quarts face, et c'est vrai que ça se tend un peu ici dans les voitures avec les directeurs sportifs qui viennent relayer à l'arrière, et c'est surtout une accélération très nette que l'on a pu remarquer. Et l'accélération notamment de Thomas Voeckler porte l'écart sous les 5 minutes. Thomas Voeckler, alors le Tour de France, c'est son terrain de jeu, pas seulement, mais enfin on sait qu'il a porté 2 fois 10 jours le maillot jaune, qu'il a gagné des étapes sur les Tours de France. Je vous propose de faire un petit clin d'œil à Thomas. Perpignan 2009, 5e étape. Par contre, ça faisait 5 ans que je courais après une victoire d'étape, j'arrivais pas, et ce jour-là, c'était une délivrance à son logement. Ça, c'est mon vélo à poids de 2012, du coup. Et puis celui-là qui a une petite histoire, puisque l'usine est restée ouverte la nuit pour en peindre un. Je suis parvenu depuis quelques années à me dire c'est une course comme une autre, sauf qu'elle n'a rien à voir avec toutes les autres, quoi. Depuis quelques années déjà, depuis 2012, on va dire, depuis 2011, c'est de prendre du plaisir pour que le jour où j'arrêterai, je me dise que voilà, j'ai profité au maximum de tous les Tours de France auxquels j'ai participé. Et Thomas Voeckler est en train de lâcher prise. Un grand tour, c'est une bagarre quotidienne, vraiment, quoi. Même en 2011, j'avais quand même le maillot jaune sur le dos, j'étais en lice pour un podium à Paris, et les journalistes, les gens se doutaient que je vivais un rêve éveillé, mais à un moment, la deuxième journée de repos, j'ai dit j'ai hâte d'être à la maison et que ça se termine, quoi. Je suis dans le vélo depuis que j'ai 13 ans et c'est pas par... je suis pas saturé, quoi, je veux dire, c'est mon sport, c'est ma vie, alors bien entendu que je resterai dans la sphère vélo. J'aime le vélo foncièrement et c'est mon truc, quoi, j'aime ça. Il est là, Thomas Voeckler, ici en gros plan devant le peloton, et grâce à lui, on en a vécu des grands moments. Vous en avez vécu des grands moments, c'est ça aussi le Tour de France, c'est vous faire vivre des grands moments. Le sport, c'est pour vous fabriquer des petits moments de bonheur, et en ce moment, ça tombe plutôt très bien. Et l'écart tombe aussi, hein. 4 minutes 41. Je peux vous dire, Cédric, que ça ne s'amuse pas dans le peloton, hein. Là, Thomas Voeckler plus quelques coureurs de l'équipe YAM. La coalition est pas mal et ça descend assez vite, je trouve, hein. 4,39. Oui, ça descend, et du côté de l'échappée, on ne prend pas cette diminution de l'écart en considération, parce que pour l'instant, ça roule tranquillement. On a quelques coureurs qui traînent quand même assez souvent à l'arrière du groupe de tête. Lilian Le Breton nous le disait tout à l'heure, on a demandé à Sylvain Chavanel de ne pas trop collaborer, de temporiser. Il fait le strict minimum. On a aussi assez souvent Gorka Izagirre dans les dernières positions. Donc pour l'instant, nous n'avons pas encore passé la vitesse supérieure, mais je suis persuadé que ces coureurs en sont capables et devraient dans très peu de temps accélérer l'allure. Alors un spécialiste, vous voyez apparaître la composition, hein, de ce groupe, de cette échappée à 15 coureurs, on le rappelle, avec 3 coureurs français, 3 coureurs dans la même équipe, l'équipe Orica, l'équipe australienne. Et puis après, on a dit, hein, 9 coureurs qui ont déjà gagné des étapes sur le Tour de France, le champion du monde, le champion de Norvège. Échappée absolument royale, on peut imaginer que ce sera la bonne échappée. La surprise, c'est d'avoir un maillot Direct Énergie dans l'échappée, celui de Sylvain Chavanel, et d'avoir un maillot Direct Énergie à l'avant du peloton, celui de Thomas Voeckler. Ça mérite une explication sans doute, Nicolas G. Oui, une explication de Jimmy Angoulevent, le directeur sportif de cette équipe Direct Énergie. Jimmy, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous la stratégie. Vous avez Sylvain devant et vous faites rouler Thomas. C'est que vous jouez vraiment la carte Brian Cocard?
Ouais, on joue les deux cartes. Ça permet aussi à Sylvain de ne pas rouler à l'avant, de fatiguer ceux qui roulent à l'avant. Donc voilà, on sacrifie Thomas actuellement. Ça permet de fatiguer les autres et que Sylvain il soit tranquille dans les roues. Donc on verra. Si jamais on revient sur l'échappée, on aura un Sagan qui sera fatigué. Et avec les boss, on aura Greipel, Cavendish et Kittel qui sont la bosse d'arrivée leur convient moins bien. Donc on a un Brian qui est en bonne condition. Donc voilà, ça peut se goupiller d'une façon ou d'une autre bien pour nous. Et si ça se rapproche à 2 ou 3 minutes, vous allez faire rouler d'autres hommes que Thomas ou pas? À un moment, il faudra peut-être faire un choix. On verra. Pour l'instant, ça redescend petit à petit l'écart. Ça nous permet aussi d'être bien placé à l'avant du peloton. Il y a un petit vent qui est pas si facile que ça. Donc il y a un petit vent de côté qui complique un peu la course quand on est à l'arrière. Donc voilà, ça fait que pour l'instant, on sacrifie Thomas. Et on verra la suite si c'était une bonne solution. Merci beaucoup Jimmy, alors que la pluie refait son apparition sur la route. Allez, confirmation, excellente interview, c'est très intéressant. Vous voyez que les explications en interne, finalement, ça me convient bien moi, comme explication. Oui, c'est censé, c'est pensé, c'est réfléchi, c'est bien. Il y a une réflexion, effectivement, avec un double objectif, user les hommes à l'avant et peut-être, si ça n'allait pas au bout, favoriser un retour pour Brian Cocard. On l'a vu au moment où on était en interview, c'est pas forcément non plus très facile pour Sylvain Chavanel devant de ne pas prendre de relais. Il se met du monde à dos, on lui laisse des cassures, il est obligé de boucher le trou et l'économie souhaitée, elle n'est pas toujours réelle. Quand on est le seul ou un des seuls à pas rouler, on a rapidement le reste du groupe sur le dos. Et en tout cas, il n'y a qu'une idée en tête, c'est à un moment donné vous faire payer l'addition. Cam n'a pas de coureur à l'avant, mais elle a deux coureurs qui vont très très vite dans cette équipe. C'est surtout Reto Hollenstein, bien sûr, le coureur suisse, mais on a découvert aussi les premiers jours sur les premiers sprints du Tour de France. Le plus jeune, le Benjamin de ce Tour de France, le Norvégien Sondre Holstenger, qui va vite, qui va très très vite, qui sait tout faire. Grand danseur, il l'a montré sur le podium. Oui, ça il sait danser, ça c'est sûr. Après grimper, je crois que c'est pas son truc. Les chronos, je sais pas, on verra dans quelques jours, mais sprinter, ça il sait faire, c'est vrai. Et dans son équipe YAM, on n'a pas encore gagné, c'est qu'on n'aura pas non plus pléthore d'opportunités. Et aujourd'hui, on n'a pas envie, alors qu'ils ont loupé l'échappée, de laisser passer cette chance-là. Voilà, c'est sûr qu'il faudra ensuite battre les autres, mais peut-être qu'il est sorti des Pyrénées justement avec une relative fraîcheur et en tout cas ça vaut la peine de lui faire confiance dans sa formation, c'est une évidence, on lui fait confiance. C'est peut-être le successeur d'un certain Tourushov, l'arrivée à Revel lui aurait tout à fait convenu aux Norvégiens. Autre Norvégien de renom, c'est bien sûr Edvald Boasson Hagen, champion de Norvège depuis le dernier week-end du mois de juin. Il en a le maillot distinctif sur les épaules et il est dans l'échappée et on l'écoute. Oui, j'ai vu le profil et c'est vrai que le départ ça va être un gros challenge. Après l'arrivée ça me convient, on va voir ce que je peux faire. Donc il y a Marc, donc deux options, Marc s'il va bien ou vous pour lâcher les autres. Ça va dépendre comment je me sentirai après la montée. On va voir, peut-être que je pourrais être dans un bon groupe et d'ailleurs, il me semble, mais peut-être que Cédric pourra nous le confirmer, que les deux coureurs du team Dimension Data ont adopté la même stratégie que Sylvain Chavanel, à savoir ne pas rouler dans cette échappée. Et Steve Cummings sont souvent à l'arrière de ce groupe. Et les conditions météo continuent de se détériorer sur une route qui est difficile et que vous connaissez bien, qui n'a de cesse de monter et de descendre avec surtout un fort vent latéral. Je suis presque persuadé que sur cette portion, le peloton risque d'éclater en plusieurs morceaux. Il y a vraiment pas mal de difficultés pour s'organiser. On est en éventail ici avec un groupe de 15 coureurs. Donc imaginez 180 coureurs à l'arrière. Dans le département de l'Aude, il pleut. C'est là que se trouve le peloton. On se dirige vers Castelnaudary. On va pas parler cassoulet, mais presque. C'est pas le moment. C'est l'heure du goûter, du café, non? Quelle heure est-il? J'ai perdu le fil de... Ouais, 16h10, 16h15. Et un thé serait le bienvenu pour les coureurs.
Ça arrive d'en mettre dans les bidons du thé? Du thé dans les bidons, oui, mais surtout quand la météo est exécrable, quand il fait froid, un bidon de thé chaud, ça réchauffe évidemment. Hein. Quand on le boit, on peut même, on voit les coureurs s'arroser quand il fait froid, pardon, pas quand il fait chaud. On voit les coureurs s'arroser quand il fait chaud avec de l'eau fraîche ou mettre de la glace derrière la nuque. Donc à l'inverse, quand il fait froid, un bidon de thé chaud, ça peut évidemment faire du bien. Pendant un instant, ça remonte un petit peu le moral. Alors aujourd'hui, il ne fait pas froid. Il y a un peu de pluie, mais il ne fait pas froid. Peloton très étiré. On va surveiller, Nicolas G va surveiller ce peloton très étiré sous l'impulsion notamment d'équipe YAM. Il ne gagne pas de terrain, hein, le peloton. Il a réduit un petit peu, mais voilà, l'écart reste stable. 4 minutes 40. Alors tout à l'heure, vers Revel, ce sera un peu trop tard. Ça ira très vite, mais je vous conseille de faire un tour par le petit village de Durfort, magnifique, avec ses vieilles maisons, son lavoir et puis son artisanat du cuivre qui est vraiment très important dans cette vallée. Et vous savez que vous pouvez aussi dans la région faire ce qu'on appelle du tourisme industriel, c'est-à-dire aller visiter comme ça des entreprises en groupe. C'est le cas du four solaire de Montlouis ou du grand four solaire d'Odeillo vers Font-Romeu et puis du moulin à papier de Brousse sont des lieux. On y pense de plus en plus maintenant à ce fameux tourisme industriel, d'aller visiter des entreprises qui produisent encore. Ouais, si vous voulez faire une visite, on a 2 minutes, mais pas plus. Hein. Fin de 10e étape, palpitante pour cette arrivée vers Revel. Il y aura la côte de Saint-Ferréol qui arrive. Et regardez, 3 coureurs de l'équipe Orica. On est à l'avant ici avec le groupe Peter Sagan. C'est lui, le champion du monde, qui a un peu fait imploser tout ça. Sam Dumoulin est là. Tiens, victoire de Tom Dumoulin dimanche, victoire de Sam Dumoulin mardi, ça serait marrant. Mais c'est pas aussi écrit que ça parce que là, il y a Edvald Boasson-Hagen, il y a Greg Van Avermaet, il y a Peter Sagan et il y a les 3 coureurs. Ça, en revanche, ça, Cédric, ça peut avoir son influence parce que les 3 coureurs de l'équipe Orica, Luke Durbridge, Daryl Impey, Merkel Matthews sont là et ça peut quand même influencer ce groupe de tête. Absolument, super coup joué aujourd'hui pour les coureurs de la formation Orica Bike Exchange et surtout un Luke Durbridge qui se sacrifie, j'ai l'impression, pour Michael Matthews, qui a priori est le coureur qui va le plus vite, mais l'homme qui fait la plus forte impression ici dans cette échappée, c'est Peter Sagan, c'est le champion du monde, c'est lui qui est capable de passer la vitesse supérieure et c'est surtout lui qui a provoqué cette sélection. Voici ceux qui étaient tout à l'heure, c'est le groupe numéro 2 dans l'échappée du jour, parce que c'est aussi la bonne échappée qui s'est disloquée. On a aperçu Vincenzo Nibali, Tony Galopin ou encore par exemple Sylvain Chavanel. Ils étaient 15, eh bien ils ne sont plus que 2, 4, 6, 7, il en manque 8, effectivement. Peloton derrière qui s'était coupé en plusieurs morceaux. Raphaël Maïka, victime d'une crevaison. On fait le tri avec Nico. Oui, maintenant le peloton est en 2, c'est-à-dire avec les favoris et puis les coureurs qui étaient distancés. Vous parliez de Raphaël Maïka qui est toujours à l'arrière. Et puis il y a deux sprinters, c'est-à-dire Edward Theuns et André Greipel dans ce groupe, tout comme Daniel Teclé-Manot, Pozzo Vivo, je vous le disais, Wout Poels pour la Sky, Dani Navarro, et c'est en train de revenir. Ça y est, au moment où je vous parle, il n'y a plus qu'une petite centaine de mètres. Oui, ce qu'on prévoyait en ce qui concerne le peloton est arrivé, finalement, ça y est, plus personne ne roule. L'écart ne s'est pas réduit assez vite et on a abdiqué, on a lâché l'affaire du côté de l'équipe Direct Energy comme du côté de l'équipe YAM. On est résigné, l'échappée ira bel et bien au bout comme on le pressentait. Avec dans ce groupe de 7 coureurs à l'avant, quand même, pléthore de bons sprinteurs. Hein. Peter Sagan va vite au sprint, Samuel Dumoulin aussi, Boasson-Hagen gagne des courses au sprint, Van Avermaet aussi. Ce ne sera pas facile, hein. Michael Matthews avec 2 coéquipiers, ce ne sera pas facile hein, en cas d'arrivée groupée, de dire lequel de tous va pouvoir gagner. Ça va être palpitant, à moins qu'il y ait un très malin. À moins qu'un Peter Sagan nous fasse le coup d'Alexandre Vinokourov. Vite fait, le jeu, je dis vite fait parce qu'il va se passer des choses, donc on est vraiment concentré sur la route, mais quand même, 10 000 € à gagner cette semaine. Jusqu'à dimanche, on joue ensemble et un vélo électrique. On vous donnera le nom des gagnants lundi prochain. La question du jour, eh bien, quel coureur français porte le maillot distinctif du classement de la montagne, le maillot à poids? Est-ce 1 Romain Sicard, 2 Thibaut Pinot? Vos réponses, c'est 34-35 par téléphone.
et par SMS le 1 ou le 2 au 7 30 03. 10 000 € en vélo, ça vaut le coup. Voilà le retour de Raphaël Majka, victime d'une crevaison tout à l'heure, qui a été attendu par un de ses coéquipiers, à savoir Robert Kizerslowski, le croate, et donc le champion de Pologne, qui est l'adversaire direct dans le maillot blanc à pois rouge justement dont on parlait, de Thibaut Pinot. Je n'ai pas donné la réponse. Hein. Eh bien, vient de rentrer à l'arrière du peloton presque groupé, hein, Nico. Oui, tout à fait. Peloton groupé, Thierry, ça ne roule plus ici. Comme le disait Laurent et comme vous le disiez, ça ne roule plus. Nous sommes à moins de 40 km/h. C'est terminé pour ce peloton. Et pour les sprinteurs qui avaient des velléités de victoire aujourd'hui, il n'y a plus de chance pour eux. Et ça y est, c'est terminé. Je vous dis 30 km/h. Voilà, on va rallier l'arrivée à cette vitesse-là, ou en tout cas sans victoire. Le groupe de chasse ici emmené par Rui Costa avec Tony Galopin-Lansaro, Vincenzo Nibali, Stephen Cummings qui a déjà gagné sur ce tour. On aperçoit le maillot de Sylvain Chavanel. On est en train de revenir sur Gorga Izagirre. Voilà un groupe qui ne reviendra pas sur les hommes de tête où Peter Sagan, le champion du monde, fait son show, mais il est sous bonne garde et la garde est en bleu de l'équipe Orica Bike Exchange. Cédric. 60 km/h ici en tête de course avec Peter Sagan en première position. Et ce qui est clair, c'est que du côté de la formation Orica Bike Exchange, on joue la carte Michael Matthews, puisque l'Australien ne passe pas de relais, il reste en avant-dernière ou dernière position. Tout à l'heure, on a eu un petit échange de mots avec Peter Sagan qui est venu lui remonter un petit peu les bretelles. Et regardez, là, on a Boasson Hagen qui discute aussi avec Michael Matthews. On joue tout pour Michael Matthews dans l'équipe australienne. Oui, c'est un gros risque, hein, parce que là, il se met tout le monde à dos. C'est exactement ce que l'on disait tout à l'heure pour Sylvain Chavanel. Il ne faudra pas que Michael Matthews ait un moment d'inattention, parce que personne ne va lui donner un coup de main ensuite. Hein. Ses deux coéquipiers font un énorme travail, mais dans la côte de Saint-Ferréol, ça risque de voler un éclat. Il sera tout seul, et avec probablement l'attention de tous rivée sur lui, puisque pour l'instant, il s'économise. C'est assez légitime, ils sont trois. C'est le plus rapide dans son équipe, et donc on lui dit reste dans les roues, et nous, on va t'amener sur un plateau. Pas sûr que ça se passe comme prévu quand même. En ouverture de ce direct, juste après l'avant-tour de Gérard Rolls, que vous retrouvez à l'arrivée avec d'abord les différents maillots, à la descente du podium protocolaire et toutes nos rubriques habituelles. J'ai dit, on parlera d'une grande première à mariage, Thierry et Stéphanie sur le podium du Tour de France original. Ils sont arrivés en vélo. On fera un petit tour dans les équipes avec Arnaud Matteoli. Puis les rubriques, et puis n'oubliez pas bien sûr le grand résumé de cette étape, de cette 10e étape préparée admirablement par Rodolphe Gaudin. C'est toujours très intéressant et c'est parfait si vous n'avez pas tout vu, si vous manque des éléments, et même si vous avez vu l'étape en intégralité comme nous, eh bien on est toujours ravis de revoir résumé par Rodolphe Gaudin la journée du jour où on posait comme question au début de ce grand direct. La question était, est-ce que le match, eh bien, ce sera la victoire des punchers ou la victoire des sprinters? Mais à l'arrivée, on va avoir des sprinters punchers là, parce qu'il y a des sprinters quand même. On va dire que c'est des punchers, les garçons que l'on... Oui, Matthews c'est avant tout quand même un sprinter, mais Sagan c'est un puncher. Van Avermaet c'est un puncher, Boasson Hagen c'est un puncher. C'est des garçons qui sont capables de gagner aussi bien échappé qu'au sprint, qui ont une grosse pointe de vitesse, mais qui peuvent faire la différence sur une difficulté de courte durée. Voilà, pas très longue, pas très dure. Et donc cette côte de Saint-Ferréol, c'est du plus humain pour ce type de coureur. Donc bien sûr, c'est difficile de savoir lequel de tous va pouvoir faire la différence à cet endroit. C'est encore une fois l'état de fraîcheur, très certainement, qui va mettre chacun à sa place. Il est probable qu'il y ait quelqu'un pour attaquer dans la côte de Saint-Ferréol. Ça m'étonnerait qu'on se laisse endormir par l'équipe Orica, qui pour l'instant n'a qu'une intention, c'est garder l'unité pour favoriser un sprint et peut-être permettre à Matthews de l'emporter. « 20 km de l'arrivée, oui, mais regardez, c'est le peloton qui a renoncé. Cette fois, regardez, il y a 5 km d'écart, l'écart est remonté à 6,15. Il y a eu bagarre, il n'y a plus, c'est fini, terminé, tout le monde est rentré dans le rang. On est groupé équipe par équipe et on va donc laisser ces hommes ici s'expliquer. Peter Sagan, Sam Dumoulin, attention, on va jouer dans la stratégie du côté des trois coureurs de l'équipe Orica. Edvald Boasson Hagen,
c'est pas exclu que l'un d'entre eux puisse finir en solitaire. Sagan a suffisamment de classe pour ça, même s'il y a 3 coureurs de l'équipe Orica. On le sent quand même très percutant, très à l'aise. Il sait se glisser dans l'échappée quand c'est dur. En début d'étape, dans un col, cette côte de Saint-Ferréol ne doit pas lui faire peur. S'il a de la fraîcheur, et je crois qu'il en a encore, il peut avoir un moment donné, alors qu'il a déjà gagné l'étape sur ce tour, l'envie peut-être de prendre un risque. Et puis derrière, le sommet de la côte, il y a une descente assez rapide, un petit peu technique, et sur le bas, un virage à gauche, et les 3 derniers kilomètres vont dans le dos. Donc c'est pas du tout compliqué pour un homme seul de terminer. D'ailleurs, ça s'est souvent passé comme ça. Nos coureurs de dernier vainqueur a fini en solitaire, partant sur le bas de la descente. Journée tranquille pour les Sky, discussion Froome-Kirienka pour régler le rythme, pas de soucis, le peloton aujourd'hui a bossé un petit peu, il y a eu la pluie, mais tout s'est bien passé, journée classique de reprise sur un Tour de France après une journée de repos et une semaine de course, 9 jours de course. C'est reparti avec en point de mire le Mont Ventoux jeudi prochain. Vasile Kirienka pour emmener le peloton, 6,39. Il n'y a plus aucun doute sur ce qui va arriver. Arthur Vichot, un moment en difficulté au début de l'étape, là, avec ce port d'Envalira. Et le champion de France installé tranquillement dans le peloton maintenant. Il ne manquera qu'un coureur à l'appel ce soir, c'est Sébastien Langeveld, le coureur néerlandais de l'équipe Cannondale. Abandon en début d'étape. 192 coureurs en tout sur la route du Tour, un peu éparpillés en tout cas devant. Et beau final, belle bagarre. Maintenant, on va se concentrer sur sur le groupe de tête, avec 2 coureurs qui ont déjà gagné sur ce Tour de France. Greg Van Avermaet, ici, il a porté le maillot jaune. Peter Sagan, avec son maillot de champion du monde, un petit peu à gauche de l'écran. Il a aussi porté le maillot jaune. Et ça joue, Thierry, d'avoir déjà gagné sur le Tour, ça enlève une énorme pression. On est beaucoup plus détendu dans le final. On peut se permettre de faire une erreur alors que les autres n'ont pas droit à l'erreur. Un des derniers châteaux du parcours, ce château de Pomarède. Toujours ces mêmes constructions, ces tours défensifs, ces tours carrés. Et sa cour intérieure où la population se rassemblait lors des attaques. Déjà été à cet endroit, c'est très joli. C'est une image très bien. Voilà, Peter Sagan ici en 2e position, vainqueur de l'étape dimanche dernier, dimanche 3 juillet à Cherbourg. Maillot jaune pendant 3 jours. Greg Van Avermaet lui avait succédé justement en gagnant l'étape entre Limoges et le Lioran. Passé lui aussi 3 jours en jaune avant de le céder à Bagnères-de-Luchon à un certain Christopher Froome. Vainqueur d'étape entre Pau et Bagnères-de-Luchon. Et depuis en jaune, 3e jour en jaune pour le champion britannique, pour le vainqueur du dernier Tour de France, à la conquête et à la quête d'un 3e succès sur cette grande boucle. 11 km 100. Alors on va commencer à faire appel à votre expérience. On va voir comment vous voyez les hommes de tête, comment vous les sentez alors qu'on approche de Revel-Saint-Ferréol et qu'on approche de la côte de Saint-Ferréol qui pourrait bien éparpiller quelques-uns. Je ne sais pas si on va passer, tout le monde va passer ensemble, si les 7 vont passer ensemble. Cédric. Ah non, je ne crois pas. Je pense que nous allons assister à des attaques et 2 coureurs qui travaillent essentiellement dans ce groupe. Luke Durbridge en première position et Peter Sagan en 2e position. Michael Matthews est en 3e position. Il ne passe jamais. Donc pour l'instant, ce groupe progresse avec les relais de Peter Sagan et de Luke Durbridge. Je me pose la question de savoir si Peter Sagan n'en fait pas un peu trop, parce qu'il est quand même échappé, comme le soulignait Laurent tout à l'heure, depuis le début d'étape. Il a l'air fort, il a l'air très fort, le champion du monde. En ce qui concerne les autres coureurs, on se contente tout simplement de suivre les 2 hommes qui sont en tête de ce groupe. Oui, et puis cette côte, Cédric, pour un garçon comme Greg Van Avermaet, le coureur belge de l'équipe BMC, c'est quand même du pain béni, parce que c'est son terrain de jeu. Ça, les classiques, c'est exactement ce genre de boss. Le peloton ici, avec le coureur, par exemple, le britannique Daniel Maclay, le sprinter britannique, qui aurait pu profiter peut-être aujourd'hui d'un sprint. Ce sera sans doute demain du côté de Montpellier. On reparlera de l'ancien vainqueur cette année Grand Prix de Denain, par exemple, ou du Grand Prix de la Somme. Mais bon, voilà, cet homme a beaucoup influencé aujourd'hui. Il a beaucoup pesé sur la course, Peter Sagan.
magnifique champion du monde qui vise le maillot vert à Paris et qui vise encore une victoire d'étape parce que c'est un ogre. Hein. C'est un ogre, il en est déjà à 7 en 2016. Peter Sagan, le Slovaque ici, qui c'est lui qui a un petit peu aidé à former l'échappée du jour, échappée à 15. C'est lui qui a disloqué cette échappée pour qu'il n'en reste plus que 7. Et maintenant, c'est encore lui qui pèse, même si effectivement, bon, il y a le nombre quand même. Hein, 3 coureurs de l'équipe Orica. Au niveau tactique, on voit bien d'ailleurs que ce sont toujours les coéquipiers de Michael Matthews qui mènent. Hein. Michael Matthews, il est là en 3e position dans la route Peter Sagan. C'est son compatriote australien Luke Durbridge, spécialiste du contre-la-montre, qui est en train de mener le groupe. Voilà, il faut rajouter donc Edvald Boasson-Hagen ici. Le 3e larron de l'équipe Orica, c'est le Sud-Africain Daryl Impey. Le plus petit, mais pas le moins talentueux, c'est Sam Dumoulin, qui sait ce que c'est que de gagner sur un Tour de France. Et puis, pour fermer la marche, c'est pas lanterne rouge, mais presque. C'est Greg Van Avermaet, le coureur belge. Alors, on a économisé également Daryl Impey dans l'équipe Orica Bike Exchange, parce que Daryl Impey, il sait grimper. On met les qualités de rouleur sur la table pour profiter à Michael Matthews, notamment celle de Luke Durbridge, continue de mener le train en tête si personne n'attaque. Ça y est, nous avons attaqué la côte de Saint-Ferréol. 1 km 800 d'ascension, 6,6, ça c'est pour la moyenne, c'est pas facile. La route est belle, elle est large, l'asphalte est parfait. Évidemment, il y a matière à pouvoir déclencher une attaque ici et finir, pourquoi pas en solitaire, mais on le voit pour l'instant. On joue groupé encore, on se surveille. Cédric derrière les 7 hommes de tête, dans cette côte de Saint-Ferréol. Avec un vent favorable dans cette côte de Saint-Ferréol. Et pour l'instant, ça y est, Durbridge s'écarte, il a fait son travail. Peter Sagan, il me semble, en première position. On s'observe dans ces premiers kilomètres de cette dernière difficulté. Peter Sagan sera dossard rouge sur la route du Tour demain vers Montpellier, puisque dans cette 10e étape, Escaldès, Andorre-Dany, Revel, Saint-Ferréol pour son appellation exacte. Le prix Antargaz de la combativité a été donc décerné au coureur de l'équipe Tinkoff. Et ça me paraît somme toute assez logique, Peter Sagan. Il est là avec son dossard 32, son maillot de champion du monde. Le travail qui continue à faire Luke Durbridge. J'ai le sentiment qu'on mise beaucoup sur un sprint. Alors bien sûr pour l'équipe Orica ça ne fait plus aucun doute, mais également du côté des autres concurrents dans cette échappée, je ne suis pas certain qu'ils aient l'intention d'attaquer. Ils vont tous assez vite. Samuel Dumoulin, Peter Sagan, Boasson-Hagen, Van Avermaet, tous se disent moi aussi je peux gagner si ça arrive au sprint, donc laissons les Orica contrôler. Puis celui qui attaque de toute façon va être pris en chasse, donc peut-être qu'en attaquant il hypothèque ses chances de victoire au sprint. Attention à... changement de rythme pour Peter Sagan. Ouais, c'est fini surtout pour Luke Durbridge. Ça y est, terminé. Ils ne sont plus que 6, Cédric. 1 km du sommet, grosse accélération de Peter Sagan qui est fatale à Luke Durbridge. 6 et attaque menée par Daryl Impey, le Sud-Africain de l'équipe Orica. C'est normal, hein, on était en force dans l'équipe Orica. Luke Durbridge vient s'écarter, il en reste 2. Mais bon, ça ne surprend pas Sam Dumoulin, Peter Sagan. Ouais, Matthews a l'air bien. Michael Matthews tourne bien les jambes. Ça a l'air de bien fonctionner pour lui aujourd'hui. Je disais attention à Edvald Boasson-Hagen retrouvé. Si c'est le Boasson-Hagen du Tour du Qatar ou du Tour d'Oman, va pas être facile à battre aujourd'hui. Le coureur norvégien, le champion de Norvège, Greg Van Avermaet, qui est toujours resté en queue de ce groupe. Il est toujours resté là avec son maillot rouge de la BMC. Sam Dumoulin un peu en difficulté. Légèrement, s'accroche Sam. On connaît sa rage. Oui, il peut sans problème normalement s'accrocher. Et nouvelle attaque de Daryl Impey. Et qui fatigue en même temps ses adversaires. C'est tout bon pour Michael Matthews dans la route Peter Sagan qui ne lâche pas. Edvald Boasson-Hagen en 3e position. Greg Van Avermaet ici avec le maillot de la BMC. Sam Dumoulin qui ne doit rien lâcher. Attention de ne pas se laisser décramponner. Retour de Peter Sagan très fort sur Daryl Impey. Sam Dumoulin s'est accroché, c'est super. On attend toujours la première victoire française sur ce Tour 2016. Là, ce serait le bon moment pour passer en contre, mais je crois que tous ont besoin de reprendre leur souffle. Cédric en haut de la côte. Oui,
le sommet est en vue avec beaucoup de monde ici dans cette dernière difficulté et toujours un Peter Sagan en première position. Je pense que ça toxine beaucoup et c'est peut-être encore Daryl Impey qui essaie d'accélérer. Alors il va essayer d'en mettre. Il a renoncé à la victoire d'étape. On a tout joué sur Michael Matthews, mais l'homme très fort, qui en fait vraiment beaucoup, c'est Peter Sagan, qui a été malheureux ces 2 dernières années sur le Tour. Cette année, il a enfin gagné. Il a enfin vaincu le Signalien sur le Tour de France. Lui qui a gagné, par exemple, le Tour des Flandres. Donc c'est vous dire si, après une côte comme celle-là, terminé au sprint, ça va pas lui poser de problème. Échappée royale quand même, quand on voit... C'est du beau linge ici, hein. Peter Sagan, Boisson-Hagen, Van Avermaet, Michael Matthews. Ce sont des garçons qu'on voit très souvent gagner des courses. Sam Dumoulin est très en forme en ce moment. Et Daryl Impey, bien sûr, n'est pas en reste non plus. Voilà, c'est vraiment une échappée de très haut niveau. Il n'avait pas été retenu par son manager, qui est aussi son beau-père, hein, Vincent Lavenu l'an dernier. Et cette année, Sam Dumoulin est revenu à son meilleur niveau, surtout sur ces 2 derniers mois. Lui, originaire de la banlieue lyonnaise, désormais installé au-dessus de Chambéry. Cédric, il ne pleut plus là, hein, la route est complètement sèche, hein. C'est en prévision de la descente. Absolument Laurent, aucun danger, la route est bien sèche et les coureurs ne vont pas tarder justement à aborder cette descente avec toujours Peter Sagan en première position qui ne se préoccupe pas des coureurs qui l'accompagnent, il impose son rythme. Ouais, il est sacrément costaud Sagan. Mais il en fait tellement que finalement ça pourrait lui manquer parce que ça va se jouer à pas grand chose à l'arrivée et Boasson-Hagen très concentré en 3e position. Peter Sagan qui accélère avant d'entamer la descente, il connaît bien ce final. On va virer bientôt sur la gauche et entamer la descente. Il met la pression sur tout le monde juste avant de basculer. Ouais, mais personne n'a souffert sur cette accélération, hein. Tout le monde était bien dans la roue, personne n'a été surpris. Tout le monde a le bon coup de pédale. Boasson-Hagen concentré. Greg Van Avermaet, ça m'étonnerait qu'il n'en mette pas une. Il y a un tout petit trou là entre les deux maillots rouges, entre Boasson-Hagen et Van Avermaet. Sam Dumoulin, parfait, il sait gérer, l'ancien petit gabarit, mais gros caractère Sam Dumoulin. Un garçon super adorable. Et un très bon coureur qui avait gagné à Nantes si mes souvenirs sont bons, le jour où Romain Feuilly avait pris le maillot jaune. Oui, c'était une échappée qui avait été au bout et Sagan toujours en tête dans cette descente. Et attention à Daryl Impey qui ne met plus un coup de pédale là, du coup il a essayé 2 fois, maintenant il s'est rangé dans la roue de Sam Dumoulin. De toute façon, dans la descente, on ne va pas bouger, hein, on va rester dans ces positions-là, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on va essayer de suivre Peter Sagan, hein, qui va de toute façon virer à la limite. Dans chaque virage, essayer de mettre la pression sur tout le monde. Il a la capacité, c'est un énorme descendeur, il a la capacité, pourquoi pas, de leur fausser compagnie, mais elle n'est pas... Attaque là-bas, ouais, attaque de Edvald Boasson-Hagen. Attaque d'Edvald Boasson-Hagen, le champion de Norvège, qui oblige Peter Sagan à un gros effort, qui se met tout de suite en recherche de vitesse. Les fesses sur le cadre. Michael Matthews ne bouge pas de la route Peter Sagan. Greg Van Avermaet facile. Sam Dumoulin qui a bouché le petit trou. Daryl Impey pour l'instant reste en 6e position. Cédric Vasseur derrière le groupe de 6 dans cette descente. Oui, et ce qui est impressionnant, c'est que Peter Sagan répond à toutes les attaques. Il neutralise tous les coureurs qui sont en train d'essayer d'attaquer. Et surtout un vent défavorable ici dans cette descente qui va accompagner les coureurs jusqu'à la ligne d'arrivée. Il fait tout voilà, il est passé à côté d'Edvald Boasson-Hagen, il l'a regardé, je ne sais même pas s'il lui a pas parlé. Après, on ne va pas dire ce qu'il a dit parce qu'on ne l'a pas entendu et ça n'a aucune importance. Mais voilà, c'est l'homme à tout faire. Et puis on reconnaît bien là ses qualités de cyclocrossman qu'il était chez les juniors, de VTTiste ensuite, qu'il a été d'ailleurs. Normalement, il devrait être aux Jeux Olympiques à Rio en VTT. On va retrouver sur sa route un certain Julien de Salon. Ils sont pratiquement en bas de la descente, ça y est, juste un dernier virage tout au bout là-bas sur la gauche, et c'est tout plat jusqu'à la ligne, vente de face. On va quand même surveiller le peloton avec Nicolas G. Nicolas sur l'arrivée de la côte de Saint-Ferréol. Normalement rien de spécial, mais bon, on va quand même avoir un œil dessus avec vous. Oui, on aura un œil sur le peloton, mais qui ne roule plus, 40 km/h, rien à signaler ici. Tiens. Allez, les 6 à moins de 3,5 km de l'arrivée maintenant. C'est plus une question de stratégie, c'est une question de mental et de physique. Greg Van Avermaet qui se méfie vraiment de Daryl Impey. Il avait bien raison. Il l'avait senti, mais Sagan s'était déjà retourné. Voilà, Peter Sagan qui prend la route de Daryl Impey. Michael Matthews qui fait exactement les mêmes gestes que Peter Sagan.
Boasson Hagen qui doit boucher le trou, Sam Dumoulin qui s'accroche. Et Daryl Impey qui essaye de fatiguer un petit peu plus ses adversaires de Michael Matthews. Et je pense que Van Avermaet va essayer de contrer à un moment donné. C'est ça le cyclisme. Surtout quand on est deux de la même équipe sur 6. Et là, Daryl Impey va revenir tranquillement en 6e position en se disant bon, je récupère un peu, je vais en remettre une petite dernière au kilomètre 5. Et belle course de Sam Dumoulin qui ne fait pas d'efforts superflus. Pour l'instant, il reste serein. Il sait qu'il va falloir jouer fin pour pouvoir gagner aujourd'hui, mais il a cette capacité-là. Il va vite au sprint. Ce sont des gros clients qui l'accompagnent, mais il va disputer sa chance, Samuel Dumoulin. Oui, attention, hein, c'est quelqu'un qui est très malin, quelqu'un qui est très adroit sur un vélo. Il y a quand même ce dernier virage hein, avant la flamme rouge qui peut avoir son importance. Droite et gauche. Ça peut jouer dans ce sprint à 6 ou à 5 si on considère... attention parce que Daryl Impey il va vite remettre une. Impey il essaie lui de profiter du surnombre. Et Sagan il avait déjà vu, il avait déjà senti l'affaire. Peter Sagan il anticipe, il a les yeux partout. Il le regarde. Devant, l'autre derrière. Il le regarde quand il passe à sa droite, il dit tu rigoles ou quoi, tu me la fais pas. Non, moi on me la fait pas celle-là. Regardez, il est bien entouré par les deux coureurs de l'équipe Orica. On dirait deux gendarmes qui emmènent le champion du monde à la ligne d'arrivée à Revel. Il n'a pas forcément intérêt, là, Daryl Impey, à se mettre à rouler maintenant. Il valait mieux laisser Peter Sagan devant. Pour son coéquipier Michael Matthews, c'était certainement une meilleure solution. Sagan qui roule face au vent, il va forcément user des forces. Là, dans la roue, du coup, c'est plus facile. On va l'avoir, notre sprinter royal, alors avec beaucoup moins de coureurs qu'un sprint massif. Mais bon, vu la qualité des sprinters qui sont là, parce que Daryl Impey va vite aussi au sprint, il sait sprinter. Les 6 savent bien sprinter, hein, chacun à leur façon. Mais c'est tous des garçons qui vont très très vite dans l'emballage final. Ça va nous donner un sprint à 6 absolument phénoménal. C'est presque un final de classique. Presque. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Un Tour des Flandres, ce qu'on a Peter Sagan, c'est ça? Oui, Van Avermaet, Boasson Hagen. Ces trois-là, effectivement, sont habitués à ces classiques du Nord. On a un ancien champion du monde, on a le champion du monde sur route et un ancien champion du monde espoir. Hein. Donc, non, c'est... si on additionnait toutes les victoires des 6, je ne l'ai pas fait, mais ça serait impressionnant. Il faudrait le faire parce que si vous additionnez les palmarès des 6, là, même Sam Dumoulin, hein, c'est impressionnant. Hein. Allez, la flamme rouge. Le dernier kilomètre, la 10e étape du Tour de France. On attend toujours une victoire française. Sam Dumoulin est là. Peter Sagan, Greg Van Avermaet ont déjà gagné sur ce Tour de France. Il y a quand même des garçons qui n'ont jamais gagné sur le Tour. Daryl Impey se sacrifie pour son sprinter australien Michael Matthews. Oui, cette fois, il se sacrifie. Daryl Impey, il va rouler jusqu'aux 300 mètres. Peter Sagan super concentré. Oui, Matthews toujours soudé à la roue de Peter Sagan. Il ne la lâche jamais. Sam Dumoulin qui cherche Greg Van Avermaet qui en malin ferme la marche, prêt à jaillir. Edvald Boasson Hagen concentré comme Peter Sagan. Regardez Peter Sagan, il regarde bien qui peut être derrière, quelqu'un qui peut sortir. Il se méfie de tout, Peter Sagan. Voilà, il savait que Greg Van Avermaet allait attaquer. C'est Edvald Boasson Hagen qui tente de prendre la route de Greg Van Avermaet. Sagan qui touche Boasson Hagen, Greg Van Avermaet ou Edvald Boasson Hagen. On est encore loin de la ligne d'arrivée. Michael Matthews très fort. L'Australien Michael Matthews pour une première sur le Tour de France. C'est fait. Matthews devant Sagan, Edvald Boasson Hagen et 3e. Greg Van Avermaet 4e, Sam Dumoulin 5e et Daryl Impey 6e. Alors Matthews, il a eu cet avantage d'avoir quand même deux garçons à ses côtés. Énorme pression sur lui parce qu'il a dû rester dans les roues comme on lui a demandé dans sa formation. Et du coup, tous les regards étaient rivés sur lui. Fallait tenir bon, surtout psychologiquement. Et surtout, on avait pressenti également que le coup de pédale était fluide. Hein, dans la côte de Saint-Ferréol, on le sentait bien. Ouais, Durbridge arrive. Lui, il a le sourire. Un petit peu avant, il a le sourire parce qu'on lui a dit dans les oreillettes, on a gagné parce que là c'est un peu quand même une victoire d'équipe, hein, parce qu'ils étaient 3 dans l'échappée à 15 et ils ont bien manœuvré, ils étaient 3 ensuite dans le groupe de 7 et lui s'est sacrifié pendant très longtemps et c'est un peu à lui que Michael Matthews doit déjà la victoire après à Daryl Impey et Matthews a fini le travail talentueux, c'est la jeunesse talentueuse qui vient de s'imposer, l'ancien champion du monde espoir Michael Matthews. Et c'est loin d'être évident, hein, quand on est en surnombre dans une échappée, c'est loin d'être évident. C'est vrai qu'on a tendance à penser que
la victoire sera forcément pour un des trois, mais attention, il faut. Ouais, voilà, il vient de la prendre seulement. Il savait pas, il demandait en fait, il savait pas. Voilà, c'est fait. Alors, Matthews a vraiment assumé la responsabilité que son équipe a passée sur lui en sacrifiant ses deux coéquipiers qui sont des garçons d'un énorme talent également. Alors que le peloton arrive au pied de la côte de Saint-Ferréol. Que va-t-il se passer? Rien probablement. Ça n'a rien passé ou quasiment dans les Pyrénées entre les meilleurs. C'est pas une côte, je crois pas qu'il s'attaque ici. En tout cas, c'est la jeunesse talentueuse, le sourire de l'homme de Canberra, Michael Matthews. Première victoire australienne cette année sur le Tour de France. Première victoire aussi pour l'équipe Orica, désormais Bike Exchange, pour sa nouvelle appellation. On doit être content, même si on gère aussi pour l'instant la deuxième place d'Adam Yates, le maillot blanc de ce Tour de France, le Britannique qui est dans l'équipe Orica. Mais aujourd'hui, on ne s'intéressait pas, il n'y avait pas de souci pour le classement général. Et donc on a pu s'en donner à cœur joie. Ils ont bien senti le coup, ils étaient là où il fallait. Surtout avec le port d'Envalira pour commencer. Alors que Damiano Caruso, on l'avait perdu, tiens, Damiano Caruso, on termine. Je crois que c'est pour la 8e place. Peter Sagan, s'il n'a pas gagné cette étape, réalise malgré tout une très très belle opération. Vous l'avez dit, il est le combatif du jour. Ça, on a remarqué qu'il était particulièrement incisif, mais aussi il fait le break là maintenant sur le classement du maillot vert avec 242 points contre 204 pour Cavendish. Il est quand même, il n'a pas perdu sa journée, Peter Sagan. Voilà Damiano Caruso, le coureur italien de l'équipe BMC Racing Team, coéquipier de Greg Van Avermaet qui en termine. Il a pris quelques renseignements aussi parmi les spectateurs. Maintenant on se bagarre on sprint pour la 9e place. Voilà, il faut la photo finish, je peux pas vous dire. Petite discussion entre Vincenzo Nibali et Mikel Landa qui eux ne sont pas intéressés du tout à cette place dans les 10 premiers. Et chapeau, parce que ce que l'on disait pour Tom Dumoulin dimanche à Arcalis vaut aussi pour le jeune Australien de 25 ans, Michael Matthews, qui s'est imposé déjà 3 fois sur le Tour d'Espagne, 2 fois sur le Tour d'Italie, remporte aujourd'hui sa première victoire sur le Tour de France à 25 ans. Il a déjà gagné des étapes sur les 3 grands tours. Oui. C'est un gros talent, Michael Matthews. C'est vrai que c'est pas évident quand on a autour de soi des garçons qui ont déjà connu le succès dans le Tour, qui ont ce niveau de performance. C'est pas évident de garder la tête sur les épaules, d'être sûr de soi et de ne pas faire d'erreur. Il n'a pas commis d'erreur, Michael Matthews. Il a fait la course parfaite, il a fait confiance à son équipe. Il ne lui manque plus que la tunique jaune, mais bon, elle est là, sur les épaules de Christopher Froome, parce qu'il a déjà été 2 fois leader du Giro, 2 fois en maillot rose, plusieurs jours d'ailleurs, je crois que c'est 8 jours au total si on réunit ces 2 tours, 2014 et 2015. Et puis on se souvient qu'il y a 2 ans, il avait été pendant 3 jours maillot rouge du leader du Tour d'Espagne, de la Vuelta. Lui qui, on s'en souvient, avait gagné 2 étapes sur Paris-Nice, on l'avait vu en direct sur France 3, c'était au mois de mars, il avait gagné le prologue déjà. Et surtout, il avait gagné la 2e étape au sprint d'ailleurs, vainqueur du Tour de la Rioja. On se rappelle qu'il avait été 5e de l'Amstel. Donc on parlait de classique, c'est vrai que c'était un petit côté classique. Pas classique du tout, mais de classique, de spécialiste des classiques à l'arrivée. Michael Matthews qui avait déjà été éblouissant l'an dernier, il avait gagné sur Paris-Nice, sur le Tour du Pays Basque, j'ai dit sur le Tour d'Italie, sur le Tour de Suisse, sur le Tour d'Alberta. Sacré coureur ce Michael Matthews et voilà, aujourd'hui, une fois encore, s'il fallait le préciser et le rappeler, le cyclisme est un sport individuel qui souvent se gagne en équipe. Ça a été le cas aujourd'hui de l'équipe Orica Bike Exchange. Alors que le peloton en termine désormais, après avoir joué longtemps, après avoir essayé de revenir, eh bien on va terminer en quelque chose de somme toute plus logique. Alors que peut-être qu'une des surprises, c'est de voir Stephen Cummings arriver seulement, il était dans l'échappée à 15. Lui qui s'est imposé déjà sur ce Tour de France aujourd'hui n'avait peut-être pas les jambes pour venir se battre. En tout cas, il n'était pas dans le final avec les meilleurs et avec Michael Matthews, le vainqueur du jour, je vous le rappelle, ici à Revel. Ah, c'est quand même un sprinter qui s'est imposé plus qu'un puncher. C'est quand même un sprinter, Michael Matthews. Pour son 2e Tour de France.
Nicolas G, 3 km de l'arrivée pour le peloton étiré, certes, mais bon, tranquille. Oui, un peloton qui est un peu plus de 40 km/h, Thierry. Ici, très peu de coureurs se sont relevés. On voit Cyril Lemoine là, à l'instant qui se relève. On a vu tout à l'heure Dan Maclay qui se réserve sans doute pour demain. On a vu les poissons pilotes d'Alexander Christophe, aussi Guarnieri et à l'heure. Et là, il y a des petits grappes de coureurs qui sont en train de se relever. En effet, c'est un peloton que j'ai vu beaucoup plus stressé, ou en tout cas rapide. Là, c'est une fin d'étape. C'est une fin d'étape un peu plus cool pour le peloton. Bon, c'est bien pour une étape de reprise après une journée de repos en Andorre. Ça me fait souvent rire parce que on a l'impression que c'est super tranquille. Ils sont à 40 km/h quand même. Essayez-vous sur un vélo d'aller à 40 km/h, c'est pas, il faut y aller quand même. Oui, mais là dans les roues à 40 km/h, c'est de la patinette. Alors, Eric Fotorino suit lui. Faut quand même être oui, honnête. je suis, mais parce qu'effectivement, comme dit Laurent, la patinette, c'est qu'on est aspiré. Les gens qui ne font pas de vélo ne comprennent pas toujours bien ça. C'est pour ça que j'en parle. Effectivement, il y a un phénomène d'aspiration et on gagne à peu près 30% d'énergie. Et voilà, c'est un peu euphorique quand on roule comme ça dans un peloton. Alors je le dis, je tiens à apporter une précision pour l'ensemble de nos téléspectateurs ou téléspectatrices, c'est qu'Eric Fotorino a discuté, il avait été autorisé par l'Union cycliste internationale, fait très rarissime et peut-être même unique. Vous aviez été autorisé dans le cadre de l'écriture d'un livre à participer aux fins d'étape du Grand Prix du Midi Libre. C'était pour le journal Le Monde et je faisais toute l'étape. Et je partais 3 heures avant les coureurs, les professionnels avec des jeunes. Et le peloton me rattrapait vers les 100 km et après je faisais ce que je pouvais. Et je me souviens qu'il y avait un certain Jaja qui me demandait, bon alors tu as bu, tu as faim, il faut boire quand tu n'as pas soif mais manger quand tu n'as pas faim. Voilà, Ouais, je me souviens de ça. Je me souviens bien de cette époque-là. Et ouais, on vous rattrapait, enfin, Eric, on vous rattrapait plus tôt que sur la fin de semaine, on vous rattrapait plus tôt quand même. Oui, c'est vrai. La fatigue était là. Et oui, j'ai fini dans le groupe Eto quelquefois, avec Jimmy Casper, j'ai ce souvenir. Alors, le qu'est-ce qui va dernier se passer kilomètre. ici ? Rien du tout. Il n'y a plus de points pour le maillot vert. Pour le maillot jaune, bon, mais on repassera parce que c'est pas pour aujourd'hui. Donc on va arriver comme ça sur la ligne avec simplement l'ambition, l'objectif de ne pas être pris dans une cassure, mais à ce rythme-là il ne peut pas y en avoir. Donc il ne se passera pas grand-chose au niveau du peloton dans ce dernier kilomètre. Et beaucoup pensent déjà à la 11e étape. Le rendez-vous de demain, ce sera quasiment en intégralité. Le départ typique est donné à 13h35, le départ réel à 13h50. Donc c'est quasiment les 162 km 500 en direct que vous allez suivre dans le grand direct. On laissera un petit peu de temps bien sûr à Gérard Rolls pour l'avant-tour. Et on le retrouvera à Montpellier. Demain l'étape c'est Carcassonne-Montpellier, 162 km 500. Montpellier, traditionnellement, ville de sprint massif. Normalement, mais bon, sait-on jamais. Kittel peut-être demain au Gretel, Cocard, nous verrons. En tout cas, les Ethics aujourd'hui n'ont pas cru en un sprint. Ils ne sont jamais venus rouler en tête du peloton pour venir sur l'échappée. Le peloton à 9 minutes 39. Voilà l'écart avec la tête de course. On se disait ils vont venir mourir à 1 minute. Puis finalement, voilà, à un moment ça a lâché, ça va vite. Alors qu'on revoit, vous revoyez, vous revivez, vue d'hélicoptère. La victoire très facile aujourd'hui du prodige australien. Avec ce grand sourire. Musclé, hein, musclé garçon. Michael Matthews, les deux index levés ici à Revel pour cette première victoire de l'équipe Orica sous sa nouvelle appellation Orica Bikes Exchange. Victoire ici de l'Australien, première victoire australienne sur ce Tour de France. Mais on saluera la performance de Sam Dumoulin qui a accompagné les meilleurs comme le champion du monde Peter Sagan qui s'empare donc du maillot vert. Pas de changement, Thibaut Pinot garde le maillot blanc à pois rouge. Le maillot blanc reste sur les épaules du Britannique Adam Yates, mais ce sera la grande fête dans son équipe, l'équipe Orica, ce soir. Et demain, le dossard rouge sera sur le dos de Peter Sagan. Voilà, on a fait le résumé. Gérard, vous pouvez y aller. Merci Thierry, merci. Avec un garçon que je voulais avoir au micro depuis longtemps, c'est William Bonnet, parce qu'on est vraiment content de vous avoir. Déjà 10 jours de course, et on s'est tellement souvenu de vous l'année dernière, c'est revenu. Oui, maintenant, la chute, c'est du passé.
Maintenant, voilà, tout va bien au niveau physique. Donc, plus aucune douleur, William? Non, non, bon, quelques tensions, mais rien d'anormal, rien de dramatique. La première semaine? Très dur, hein, très longue. On a fait des grandes étapes. Je pense qu'on n'a jamais fait une semaine aussi compliquée sur le Tour. Et il y a de la fatigue, on le ressent dans le peloton. D'ailleurs, on a pu le voir hein, dans les derniers kilomètres, le peloton se relève parce que tout le monde est à bout et même les sprinters n'y croient plus, quoi. Il y a eu 3 jours de suite avec plus de 200 bornes. Hein. Ouais, c'était un petit peu trop à notre goût. Et puis on est arrivé vite dans les difficultés. Hein. L'étape du Lioran n'était pas facile. Et l'étape des Pyrénées avec la chaleur, les difficultés, voilà, tout le monde était content du repos d'hier. Et alors maintenant, le maillot à poids pour Thibaut? Oui, voilà, c'est l'objectif maintenant avec une victoire d'étape. Ouais, voilà, pour nous, voilà, nos ambitions passent par lui hein, maintenant. Donc on espère qu'il aille à la victoire. Et on est content de vous voir en pleine forme. Merci William. Merci, voilà, ça fait extrêmement plaisir quand même de voir ce garçon qui est tombé à plus de 90 km/h l'année dernière, qui s'était cassé les vertèbres, voilà, et qu'on retrouve maintenant en course dans le Grand Tour, Thierry. Avec les classements que vous avez sous les yeux. Oui, Michael Matthews devant Peter Sagan, Elva Boasson-Hagen, Greg Van Avermaet, Sam Dumoulin, premier français et 5e, Daryl Impey, Luc Durbridge, Damiano Caruso, l'italien, Gorga Izagirre qui était là, et Tony Galopin termine 10e, sans doute déçu parce qu'il espérait un petit peu mieux. Mais bon, voilà, aujourd'hui, ça a été une explication de ténor, une explication de sprinter, une explication de ceux qui ont du punch et savent sprinter. Et on a un très beau vainqueur, jeune vainqueur, très talentueux. Vous allez pouvoir discuter avec lui tout à l'heure. Et voilà, première victoire pour l'équipe Orica, première victoire pour Michael Matthews sur un Tour de France qui, à 25 ans, a quand même déjà gagné des étapes sur les 3 grands tours. Un Tour d'Espagne, Tour d'Italie, Tour de France. Ça situe déjà le niveau de l'ancien champion du monde espoir qui avait été champion du monde espoir chez lui, près de, alors lui il est de Canberra, mais près de Melbourne, donc chez lui en Australie. Je crois que c'est le sacre, voilà, et forcément, on l'a dit, la victoire de Michael Matthews, il la doit au fait qu'ils étaient 3 dans cette échappée à 15. Et au passage, c'est anecdotique, mais encore une place de 2 pour Peter Sagan sur le Tour. C'est vrai. Ça fait combien? 17? Je ne sais ouais, ça en fait. C'est vrai que c'est une excellente réflexion. On va se consoler avec le maillot vert, le champion du monde. Il a été très fort aujourd'hui, mais il a été battu par plus rapide, plus jeune aussi, par Michael Matthews. C'est ce qu'on retiendra de l'arrivée à Revel, Gérard. Merci Thierry, merci Laurent. Revel. Revel, c'est la ville, on en reparlera tout à l'heure, la ville d'un ancien président de la République, Vincent Auriol, la ville de Michael Bourguin, le pistard, voilà, et puis la ville de Pierre-Paul Riquet aussi, Eric Fotorino en a parlé tout à l'heure, donc le canal du Midi, le lac Saint-Ferréol, on en reparlera parce qu'on va avoir du temps pour le Vélo Club. On va revenir très en détail sur cette échappée là de 15, de Cador, on va dire, de grosse cylindrée qui a explosé sous les coups de boutoir de Sagan. On aura Peter Sagan tout à l'heure qui va nous expliquer que c'est sans doute, oui c'est vrai, sa 17e place de deuxième dans ce Tour de France là. Allez, image et puis un grand Vélo Club avec beaucoup de choses très intéressantes. À tout de suite.